Et bien, bienvenue à tous, de retour sur le Brap Show, épisode 25, dédicace Marvin Musquin, bien sûr. C'est tout. Non, on va décortiquer Glendale, le Triple Crown, premier Triple Crown de la saison, donc toujours la régalade, 3 manches avec les top pilotes dans chaque catégorie. On va aussi parler un petit peu de la catégorie 250 Est qui arrive, notre Tom Vial national qui va enfin entrer en piste. Donc on va voir un petit peu quelles sont nos espérances, et aussi on va parler un petit peu de la rude compétition qu'il va avoir, parce que c'est vrai que à la base la côte ouest est de manière de manière un peu habituelle, traditionnelle, la côte ouest est quand même plus corsée, mais c'est vrai que là, entre les différents forfaits qu'il y a eu en début de saison et les un peu mouvements de pilotes, on se retrouve avec une côte ouest qui est un petit peu plus légère, et une côte est qui s'annonce costaud. Après, c'était un peu la même chose l'année dernière, et des deux côtés, on a perdu beaucoup de pilotes sur blessure assez tôt, donc on va voir. Mais avant d'aller plus loin, on va bien évidemment remercier notre sponsor depuis toujours, MGT Design. Vous les connaissez maintenant, hein. Pour vos kits déco 200% perso, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram. Et ils font aussi, depuis 2025, les tenues 200% perso. Et ça, c'est @mgtdesign-racewear sur Instagram également. Pour l'instant, toutes vos commandes se passent sur Instagram. Et c'est soit ce monsieur à côté de moi, soit quelqu'un de l'équipe qui vous répond. Et après, à chaque fois, vos demandes ne seront même pas... Ils ne vont même pas répondre à votre demande, ils vont excéder vos demandes. C'est la culture d'entreprise qu'ils ont là-bas. Ça va, Mister Brab? Bah écoute, ça va. On est à combien d'abonnés maintenant sur TikTok? 15,6. 15,6? Putain, c'est pour quand, le 16? Chaque semaine, déjà, on prend une tranche de 100 en général, donc c'est pas trop mal. Donc ouais, tu comptes peut-être 4 semaines avant d'avoir le 16. Bon, Sexton a gagné, donc tu dois être content? Ouais, je suis content. Bon, après, je préfère qu'il gagne en gagnant qu'avec de la régularité, je dirais à la Roxane, qui a obtenu la plaque rouge sans gagner, donc avec la régularité. Mais bon, c'est quand même des points au championnat. Une victoire, ouais, j'ai un peu de mal avec ça quand même en Triple Crown, tu vois, de pouvoir ajouter une victoire à ton palmarès sans potentiellement avoir gagné une des 3 finales, tu vois. Et ça te pose pas de problème en motocross quand quelqu'un fait 2-2 et qu'il gagne le général? Si. Mais Pareil. je t'avoue que, par exemple, j'ai en tête des records de victoires, enfin 72 McGrath, voilà, dans les 50 Stewart. Ouais, Stewart, 50 piles. 50 piles. Il est à combien du coup, Tomac? 53. 53. Donc tu vois, bon, j'ai des notions année. en fait sur le nombre de victoires en supercross, pas du tout en motocross. Ouais. Aucune. Je peux même pas te donner une fourchette, quoi. Je serais à côté de la Les plaque. 150 de Carmichael, tu les as pas? Non, clairement pas. Pardon. Mais du coup, c'est pour ça qu'en outdoor, ça me dérange pas. En fait, c'est que... Alors, c'est pas comme si je ne savais pas qu'il y avait que c'était comptabilisé aussi en outdoor, mais c'est vrai que j'y fais moins attention qu'en supercross, et puis je pense qu'ils en parlent quand même moins. Tu vois, quand il y a un mec qui gagne, ils disent pas victoire, un numéro, je sais pas combien pour le pilote. Alors que là, Thomas, que je crois quand il a gagné cette année, ils l'ont dit. Ouais, en supercross, ils aiment bien. Quand il a franchi. Je pense que c'est parce qu'en motocross, il y a personne qui se rapproche vraiment du record de Carmichael. Donc du coup, genre tout le monde sinon est très loin et est assez proche. Enfin, maintenant, je crois que Thomas qui doit être deuxième en victoire outdoor. Puis aussi la question, c'est est-ce que tu sépares 250 et 450, tu sais, en motocross? Ouais, mais il y a aussi ça là en supercross, justement, souvent sans forcément que eux en parlent à la télé, au moins ça s'affiche, tu vois, il y a écrit tant de qualifs gagnés, tant de finales, etc. Tu vois, donc ouais, j'ai l'impression que les stats elles sont un peu plus présentes comme ça en supercross. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu plus attention et que ça me gêne un peu, quelqu'un qui va ajouter une victoire à son palmarès sans en avoir gagné une. Mais bon, ça fait partie du truc depuis quelques années. J'étais d'ailleurs choqué, ça fait quoi, 5 ans là qu'il y a des Triple Crown? Ouais, c'est ça, depuis 2018, il me semble. Non, ça fait plus que 5 ans. Ah ouais. Ah oui, mais alors attends, parce qu'en 2021, il n'y en a pas eu. Mais donc, sinon, oui, ça a été inauguré en 2018, il me semble, l'année où Anderson gagne le titre. Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est récent encore ça. Juste un peu plus vieux que le SMX, je trouve. Mais en même temps, tu sais, genre à la fois où Roxane s'éclate pour la première fois le bras, ça paraît pas si vieux que ça non plus. Si. Ah ouais, parce que c'était l'année d'après Triple Crown. Bah ouais, mais tu vois, je situais pas du tout ça à cet endroit-là. Je me serais dit, bon, non, c'est quelques années après ça, tu vois. Mais ouais, non. Bon, du coup, Sexton, il a gagné, mais t'es pas si content, quoi. Tu aurais préféré qu'il l'ait gagné comme Smith. Smith, il a vraiment mérité sa victoire.
Ouais, il a été régulier, il a gagné une manche. c'est vrai, mais ouais, c'est vrai que j'aurais aimé voir un Smith. Enfin, ce que j'aime voir, c'est que j'aime quand celui qui T'aimes gagne. voir qu'il bat tout le monde à la Voilà, régulière. j'aime quand celui qui gagne, c'est celui qui est le plus vite, tu vois. Et Smith, c'était pas le plus rapide, tu vois. Mais effectivement, il a fait sa course 2-2-1. Ouais. Puis après, en plus, en troisième manche, il l'a volé à personne, quoi. Certes, il a fait le all shot, mais Non, mais t'avais les un autres Davis qui survolait l'épreuve, qu'il a pas été capable de doubler, qui a gagné les deux premières. Et là, il est par terre. Il est derrière et par terre. Donc après, je même pense pas vraiment à cause de lui, en plus. Ouais. La botte de paille, il a été déplacé juste devant ses roues. C'est ça. Donc voilà, j'aurais aimé. Moi, j'aime quand le mec qui gagne, les 3 meilleurs, ils sont devant. Les 4 meilleurs, ceux qui prétendent à la victoire, sont devant. Mais voilà, celui qui s'impose, c'est parce qu'il est le plus rapide ou qu'il aura fait un gros dépassement ou quoi et que ça passe comme ça. Donc j'aime quand ça se passe comme ça. Mais enfin, ça fait partie de la course, évidemment. Il y a pas, c'est pas toujours le plus rapide. C'est le meilleur qui gagne, mais pas le plus rapide, forcément, qui gagne. Donc non, c'est bien pour Sexton, pour les points, tout ça. Mais ouais, j'aurais aimé un peu de bagarre avec Thomas quand même. Ah, ah oui. Tu penses que du coup Sexton a assuré? Bah lui, je crois que dans son interview, il dit je savais que je l'aurais pas, donc j'ai pas forcé. Après, j'ai assuré. Ouais. Il était pas dans l'optique je vais aller le chercher et tout. Je pense qu'il a vu le premier tour. Il s'est dit bon, ok, vas-y, c'est bon. Pour gagner, j'ai besoin d'être là. On va être malin, on va être intelligent, on va pas perdre l'avant dans un virage à pousser. Donc 2. Très bien, ok, j'irai pas lui chercher là. Je pense que ça aurait été une finale classique, peut-être qu'on l'aurait vu un peu plus, on aurait vu un peu plus de combativité. Ouais, il aurait peut-être essayé un peu plus. Après, s'il aurait réussi, on sait pas. Non, mais... ouais, il se fait quand même bien distancer dans le premier tour. Après, on l'a vu aussi, il a des fois, c'est très fluctuant son rythme de course, sa vitesse. C'est qu'il y a des moments où... Qui, à Thomas, quoi, Sexton. Non, Sexton. C'est qu'il y a des moments où... Mais oui, on a vu ça aussi la semaine dernière, où à un moment donné, il revient super fort, puis après... Et après, ça stagne. Au début, pareil, il peine un petit peu. On se dit, bon, il fait quoi, là, et tout. Et puis après, boum, il se réveille, il revient fort. Et puis après, finalement, donc c'est un peu en dents de scie. Mais, ouais. Tu as parlé vite fait de Cole Davis, donc ouais, super performance de sa part, de 2 manches gagnées. Tu as capté un peu ce qu'il a dit dans son interview après la deuxième manche ou pas? Quand il a dit j'ai retenu 2 choses. Ouais. 1, ne pas suivre Baumer. Ouais. Et 2, par contre, là, c'était un peu plus gratifiant pour lui. C'est qu'il dit qu'il avait vu, il a vu sauter le gros saut et que du coup, il s'est dit je m'en fous de la vie et j'y vais, quoi. Là, alors, ce qu'il disait, c'est qu'il a vu le gros saut et en fait, ce qu'il a dit, ça pourrait se traduire par je veux pas de ça dans ma vie. Et après, au final, il est arrivé dessus et il l'a sauté quand même. Ah ok, ouais, j'avais plus. Mais en première manche, il avait vu qu'il avait sauté que Baumer avait sauté le gros saut et qu'il s'était dit non, c'est pas pour moi, quoi. Ouais. Du coup, au final, il s'était mis à le faire. Mais du coup, ça trash talk un petit peu aussi là du côté de Davis. Grave, j'allais dire, lui, ça y est, lui, il gagne, frère, et il va trop sur, il déteint trop. C'est pas possible là. Mais ouais, ça commence à jacter et tu vois, calm down, Jeannot. Reste tranquille, fais tes courses, reste sur tes routes, te blesse pas parce que tu vois, le karma il t'a vite rattrapé. Troisième, t'es par terre. Attends de gagner le général avant Exactement, de parler. tu veux jacter et t'as fait 2 courses en pro, enfin 3. Bon, voilà. Mais non, par contre, ouais, c'est vrai que tu le vois même aux essais et tout le temps la moto en travers et tout, superposition, en tout cas, enfin, on en a déjà parlé, hein, techniquement, c'est beau. Moi, j'ai trouvé que c'était marrant son interview. Il montre sa personnalité. Après, oui, c'est vrai qu'envers Baumer, c'est pas le truc le plus sympa que de dire le suis pas, il est tombé. Surtout qu'il était plutôt humble jusque-là, tu vois. On n'entendait pas fanfaronner, alors que justement, 17 years old kid, là, voilà, le gamin de 17 ans, gamin de 17 ans, voilà, on le rinçait. Après, je pense que c'était. Enfin. Peut-être qu'il voulait juste être un peu marrant, tu vois, et pas forcément méchant. Je sais pas si c'est vraiment, s'il se met un peu dans le même personnage que Digan ou si lui, il a une très bonne entente peut-être avec Baumer et voilà, il disait en gros, je pense pas. Mais bon. Ils ne se sont pas beaucoup côtoyés, mais vu qu'il était encore en Nouvelle-Zélande jusqu'à l'année dernière. Ouais, mais ils ont peut-être fait du coup le futur ensemble, non? Mais non, parce que Baumer n'était pas en futur l'année dernière. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je crois. Mais l'année d'avant, Davis, il était encore en Nouvelle-Zélande. T'es sûr? Parce qu'il m'a semblé comprendre que il avait fait une première fois. La première fois qu'il est arrivé, j'ai écouté. Je crois que c'était son père qui se faisait interviewer. Tu l'as pas entendu ça? Ouais, non, j'ai zappé. Ouais. Mais je crois qu'il disait qu'il est arrivé une première fois, mais dès la première épreuve, il s'est cassé la clavicule. Donc hop, retour à la maison. Donc là, ils ont peut-être fait ensemble cette fois-là. Ouais. Ok. Et du la coup, il a fait que 2 sur fois. La Gasgas l'année dernière, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il aurait dû faire une 3e fois là, mais au final, non. Et au final, il est grave chaud. Ouais.
Bah, on peut en parler, hein, Boomer. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Craquage sous la pression dans son état natal, plutôt. On lui a filé la moto de Sexton, je crois. Ah, donc même toi, le prêtre de Sexton, tu l'avoues? Non, mais moi, je suis objectif. Je supporte quelqu'un, d'accord, mais je suis objectif. Et c'est vrai que c'est ça spécial quand même de perdre, de perdre l'avant. C'était celle de Thomas qui a une période, jusqu'à ce qu'il laisse la roue avant carrément là, pour mettre un peu du poids et puis qu'ensuite il décide de se mettre une fourche toute molle. Mais ouais, non, rookie mistake. Hein, bon, la première, je pense, il est parti un peu fort, tu vois, mais tu peux pas le faire deux fois. Tu sais que le terrain il est glissant, du coup, là, voilà, t'as vu, t'en as payé les frais. Ouais. Donc, la deuxième, un peu plus sur les œufs, quoi, tranquille, tu vois. Et non, j'ai pas l'impression qu'il ait retenu la leçon, quoi. Il a quand même attaqué fort, et bon, après, ça arrive très vite aussi, hein, Enfin, j'ai même pas regardé au ralenti vraiment, voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait de mal peut-être pour se retrouver. Le premier, clairement, il rentre très fort dans une partie justement qui est un peu glissante là. Avec une pellicule de terre voilà, meuble. avec trop d'angles, là, ça s'est pas encore tassé, tu vois. Donc là, c'est assez évident. C'est vrai que la deuxième, j'ai pas spécialement regardé, mais c'est vrai que la piste, elle était quand même glissante aussi à certains endroits, je pense. Donc ouais, un peu trop d'angles à chaque fois, un peu trop d'agressivité, je pense, pour une piste. Déjà, aux essais, il a mis un peu de temps avant de faire vraiment un chrono où il a, entre guillemets, fumé Digan. Et j'avais l'impression, quand il essayait de faire ces chronos-là, justement, que ça roulait un peu énervé, limite. C'est la sensation que moi j'avais en le regardant. Mais c'est souvent comme ça aux essais, et puis il se met souvent par terre, hein, aux essais. Ah ouais? Souvent, il fait des glissades comme ça aux essais. Il en a fait une. Ouais, encore ce week-end là? Ouais, ce week-end, bah, le même virage que là où il est tombé en première manche. Tu vois? Il est tombé dedans aux essais. Ah, mais celui d'avant, là, où c'est celle juste avant que Thomas gagne. Non, bah non, du coup, c'était Jet. Ouais. Celle encore avant, là, je suis sûr qu'il est tombé aux essais. Ouais, mais là, Digan, il l'a dérangé aux essais aussi. Ah, je dis pas que c'est à cause de Digan qu'il est tombé. Mais... Non, mais ça, et je sais pas s'il il en a fait. Il est tombé aussi à celle qu'il y avait juste avant ce week-end. Je sais pas, mais non, c'est souvent quand même qu'il fait des erreurs ou que ouais, il se retrouve un peu à bout de bras. Moi, il me fait un peu peur des fois aux essais. Là, moi, ce week-end, il m'a fait un petit peu peur. Quand il rentrait dans le sable aussi, des fois, j'avais chaud. Bon, le sable, j'ai moins peur, ça fait un peu moins mal. Ouais, oui, mais enfin, après, tu peux quand même t'en prendre des bonnes. Mais, oui. Ouais, je trouve qu'il roule avec beaucoup d'agressivité et parfois peut-être un peu au-dessus de ses pompes, quoi, aux essais. Il essaye beaucoup et parfois ça finit par terre. Ouais, mais généralement ça finit en pôle aussi. Bon, j'ai pas noté les points, mais ça doit être assez serré quand même entre Smith, Baumer et Digan au final. Je sais pas si tu as les points en tête. Non. Mais bon, il doit y avoir moins de 10 points entre les trois, c'est certain, quoi. Je me demande si c'est pas 5-7, mais je dis peut-être carrément une grosse bêtise. Mais donc du coup, on en parlait un petit peu avant le podcast, mais Digan, pas si dominateur, pas aussi dominateur qu'on l'attendait. C'est qui là, après 4 épreuves sur 10, c'est qui tu penses être le mieux placé pour gagner? Arrivé le mois de mai. Bon, évidemment, actuellement, le mieux placé, ce serait celui qui a le plus de points, donc je crois que c'est toujours Baumer. Mais, ouais, mais tu vois, je rechangerais un peu mon Je pense que Smith, il est à moins de 5 points. Hein. Ouais, ah ouais, bah, je me demande s'il n'est pas à 2 points. Ouais, ça se peut. Mais, je sais pas, je dirais Baumer, tu vois, mais ça change un peu tous les week-ends au final, parce qu'après le week-end dernier, enfin, ouais, le week-end juste avant, je disais, bon, Digan, ça y est, il s'est peut-être réveillé, et attention à lui, là, il est peut-être favori du coup, parce que tu vois, je pense qu'il il a doublé, enfin, il est parti roue dans roue avec Baumer et il l'a distancé et Baumer n'avait rien pour lui. Donc je me suis dit, ah putain, ouais, s'il a trouvé, il disait aussi, parce que tu te fies à ce qu'il dit, quand il dit, ouais, on a trouvé les réglages sur la moto, machin, donc tu fais confiance, tu crois. Bon, au final, là, ce week-end, il a montré que, ouais, non, pas tant que ça. Donc, ouais, au final, je rechangerais mon pari et je mettrais peut-être plus sur Baumer au final. Ouais, tu penses que Baumer est peut-être le mieux. Baumer, le meilleur tu vois, pilote actuellement sur la côte ouest. Là, il a chié dans la colle, tu vois, aujourd'hui, le week-end dernier. De fou. Mais là, je pense qu'elle était pour lui, celle-ci, de base, tu vois. Et peut-être match avec Davis, mais si tu prends en compte le fait que Davis se met par terre dans la troisième, j'aurais plus mis. Je pense que Baumer, il y était, quoi. Donc, celle-ci, elle est pour lui normalement. Et voilà, il affiche quand même une belle vitesse à chaque fois.
Et Digan, s'il continue un peu ses résultats en dents de scie comme ça, parfois des erreurs, pareil, hein, tu le vois faire des chutes là, dans le virage, se retourner. La dernière fois, c'était dans les whoops, il finit de l'autre côté. Enfin voilà, il fait pas mal d'erreurs, donc déjà, s'il se fait pas mal, c'est bien. Et ça n'empêche que c'est vrai, ça peut pas toujours bien se finir à un moment donné. Après, regarde Prado, il est tombé 2 fois et la deuxième il s'est fait mal. Et puis 2 fois qu'on est vu à la télé. Mais... Et puis quand il tente des hauts ressauts aussi, donc à un moment donné il peut se prendre des gros volumes le garçon là. Le cours qui s'est fait à Anaheim 2, Digan, après avoir fait tomber Baumer. Ah oui, un peu en avant là. Enfin, il l'a bien mais. Il faisait peur quand même celui-là. Et puis même là, sur le pain de sucre, là, il est parti en avant une fois quand il passait chez Moda. Ouais. Il s'est fait peur un peu là. Mais ouais, je sais pas là. Et Shimoda pour le championnat? Ouais, ça me semble compliqué. Moi, je crois qu'on peut pas gagner le titre si on met qu'un seul protège-main. Non, il faut qu'on en parle. Alors, je sais pas, peut-être qu'on mettra un sondage sur Instagram, mais est-ce qu'il y a que moi que ça dérange, ou est-ce que toi aussi, quand tu vois sa moto, ça te fait un peu ce truc genre où tu vois un truc moche qui devrait pas être moche et ça te dérange, tu vois? Ouais, c'est laid, j'aurais mis les deux, moi. On est d'accord. Ouais, je te dis, moi au début, quand j'ai vu qu'ils en avaient mis qu'un, je me suis dit, bon, ils veulent peut-être justement montrer, il roule blessé, il est quand même là, enfin voilà, genre Warrior, tout ça, tu vois, tout à son honneur. Et mais bon, à la fois, effectivement, il y avait le petit écriteau là quand il signait les autographes. Et du coup, disait en gros, me parlez pas de mes doigts. Oui, ils sont cassés. Oui, j'ai mal. Et oui, je vais quand même rouler. Et du coup, tu te demandes si c'est pas pour une question de poids peut-être. Ouais, sinon je sais que ils font tout pour alléger. Ils creusent partout où ils peuvent creuser. Ils prennent de la visserie en titane. Mais ça, tu penses qu'ils le font même sur des 250 d'essayer d'alléger partout? Bien sûr. Ah ouais? Il faut. Plus pour la même puissance, si tu as un véhicule plus léger, tu vas plus vite. Ouais, mais après, avoir du poids, c'est aussi de l'adhérence et de la stabilité et tout. Enfin, trop léger, c'est pas ouf non plus. Non, mais de toute façon, à un moment donné, ils pourront pas faire. En plus, il y a une limite de toute façon. Je crois que tu peux pas te descendre en dessous d'un certain poids. Quoi qu'il arrive, ils peuvent pas faire trop léger avec le moteur déjà. Enfin, tu vois, pour avoir porté déjà un moteur, ne serait-ce que de 125. C'est limite. Enfin, les roues, c'est un petit peu lourd et tout, mais genre le cadre tout seul, en fait, c'est pas si lourd. Non. Oui, le moteur, c'est creusé aussi. C'est pareil, le bras oscillant, il est creusé à l'intérieur. Quoi. Ah ouais, il est creux? Ouais, je sais pas. Il est pas plein. Donc, voilà, tout ça pour alléger au maximum. Donc, je me dis, c'est peut-être ça, mais. Et à la fois, tu te dis, un protège-main, ça va jouer à quoi? Peut-être 500 grammes. Mais à la fois, la visserie, quand tu changes la visserie pour mettre de la visserie titane, tu gagnes combien sur une moto? Même si tu fais toutes les vis, tu vois. Peut-être 200 grammes, je sais pas. Ouais, voilà. Donc, tu te dis, si, ils sont peut-être à 200 grammes près, quoi, à vouloir. Mais à la fois, le mec. Parce que sinon, la map, elle est plus bonne. Non, mais le mec, il roule avec les doigts cassés. C'est pas un protège-main en plus ou en moins qui va changer la surtout donne. Que si tu regardes le protège-main qui lui met à gauche, il y a une barre qui revient pour vraiment. Et au final, je suis pas sûr qu'il ait roulé avec ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Je l'avais vu justement aux essais, ils étaient passés dessus. Aussi. Ouais. Mais je crois pas qu'il ait roulé avec ça. Ouais, peut-être qu'il c'est peut-être pas homologué pour. Et surtout qu'à la fois, je suis pas sûr que ce soit Enfin, c'est mieux pour les guidons qui viendraient taper, mais pour si lui il tombait ou tu vois, enfin, il peut des fois il lâche la main aussi. Enfin, je sais pas, quand tu lâches la main, tu vas peut-être plus sur le côté que l'enlever comme ça, tu vois. Je sais pas. Je me suis dit peut-être qu'il aurait plus de facilité à se cogner dedans au final avec sa main, tu vois, que s'il l'a pas et que justement il est libre et de faire attention juste où. De pas rentrer en collision avec les autres, quoi. En tout cas, malgré son unique protège-main très moche, il roule très bien avec 2 doigts cassés. Ouais. Il a vraiment pas eu de bol en première manche d'être pris dans la chute derrière Baumer. Mais d'ailleurs, si ça faut qu'on en parle, parce que Juju Baumer qui se croûte, il est premier, il tombe au premier virage et il fait tomber tellement de personnes derrière lui et il bouchonne tellement de personnes qu'il se relève 9e. Il se relève, il est dans le top 10. Normalement, tu tombes dans le premier tour. J'ai dit premier virage peut-être, mais c'était premier tour en tout cas que je voulais dire. Normalement, tu es en tête, tu tombes dans le premier tour, tu repars, c'est 15e ou pire. Parce qu'il y a peut-être déjà des mecs qui se sont croûtés au départ et tout ça. Mais c'est entre 15 et 22, et plus souvent proche de 22. Il est reparti 9e. Ouais, il a eu de la chance dans son malheur au final. Mais moi, je vais parler d'autre chose. Digan fait exprès ou pas fait exprès le petit coup de Non, honnêtement, je pense que c'est pas fait exprès. Alors oui, Moziman, il a viré plus serré. Mais après, tu vois, Digan, il peut pas non plus tourner sur les pilotes qui sont à sa droite. Baumer, il est en mouvement à ce moment-là parce qu'il est en train de se relever, de se retourner et de repartir. Ça arrive un peu très vite. Alors après, est-ce qu'il s'est donné pour l'éviter? Non. Il a évité la moto déjà parce que ça l'aurait fait tomber lui aussi. Après, tu sais, s'il rentre en plein dedans, genre roue avant, tu vois, si Baumer il fait un pas de plus sur la trajectoire de Digan, il lui rentre en plein dedans en roue avant et il tombe aussi, la Digan. Donc je pense pas qu'il a fait exprès d'aller si près pour bousculer Baumer. Enfin,
tu gagnes 0, il est déjà par terre. Tu gagnes plus à te barrer le plus vite possible qu'à d'essayer d'aller le taper. Enfin, tu risques juste de lui faire mal, mais c'est. Enfin, je pense pas que sa mentalité soit aussi mauvaise au point de vouloir genre briser les os de ses adversaires à Digan. Je pense pas que ce soit ça non plus l'objectif. Je sais pas, moi quand j'ai vu sa trajectoire, je trouve que il se redresse légèrement, tu vois, avant d'aller le taper, et du coup je me dis bon, il s'est pas dit ah tiens je vais aller l'écraser comme ça, voilà, mais que bon bah il est sur ma route et oui effectivement non je vais pas faire le pas de côté pour t'éviter quoi. Moi c'est plus comme ça que je l'ai senti quand je l'ai vu. Donc, moi j'avais vraiment l'impression, tu sais, qu'entre le mouvement de Baumer qui se relève et la trajectoire de Digan, c'était deux choses qui se rencontrent. Tu vois, c'est pas Baumer, il est immobile et Digan il tourne et il vient on le voit percuter, aussi donc, se décaler un peu vers lui, mais c'est vrai que tu vois Mosiman avant, voilà, ça recoupe bien et tu vois même pas Digan faire un peu genre tu vois se décaler, enfin montrer un mouvement qui il réagit pas trop au fait que j'essaie Baumer de se met sur t'éviter et sa bon, trace, au pire ça tape quand même, mais j'essaie de t'éviter. Là il montre rien du tout. Après tu sais comment c'est aussi quand tu es sur la moto et que tu roules, tu vois le mec qui est par terre. Du coup, tu te dis, il faut que je vire plus serré. En même temps, il y a quand même des gars à ta droite parce que c'est le premier tour. Il y a du monde de partout. Et donc, tu te dis, je vire plus serré et tu dis, tu passes un peu plus à droite. Et après, au moment où t'as Baumer qui est là, qui fait le pas vers toi, tu es déjà concentré sur le fait que tu vas prendre le saut et tout. Tu vois, tu regardes pas non plus ta roue avant. Et oh là, il arrive, je freine ou je tourne à droite. Moi, je trouve que Digan, il avait quand même un peu nulle part où aller d'autre. Tu vois, le mieux qu'il pouvait faire, sinon après, c'était pilé, quoi. Toi, tu penses que c'est fait exprès? Moi, je pense qu'il s'est pas dit, genre, par exemple, je vois Baumer par terre, je vais aller lui rouler dessus. Et limite, c'est changer de trajectoire pour aller lui rouler dessus, tu vois. Pas à ce point-là, mais concours de circonstances, tu te retrouves sur ma trajectoire, je vais pas faire ce qu'il faut pour t'éviter, quoi. Alors, et là, les circonstances s'y prêtaient bien, parce qu'effectivement, il y a du monde dans son intérieur, donc voilà, c'est un peu justifiable, il est arrivé, machin. Moi, j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand-chose pour essayer de l'éviter. Et qui est... Alors, laisse-moi te lancer ce cas hypothétique, comme j'aime bien faire. Admettons que c'est pas Baumer qui fait la chute, c'est Bourdon. Digan, il en a rien à cirer d'Anthony Bourdon. Bah non, mais justement. Est-ce que tu penses qu'il le percute? Anthony Bourdon, il a pas la plaque rouge, donc pas grave. Est-ce que tu penses que du coup Digan il percute de la même manière Bourdon que Baumer? Peut-être, tu vois, qu'il se touche quand même, mais je te dis peut-être que Digan là, du coup, il ferait un mouvement, voilà, il montrerait j'essaie de t'éviter, j'ai pas réussi, ok. Et du coup, on en parle de Sexton qui roule sur Tomac à la première épreuve. Je voulais y revenir au final parce que je pensais du coup à ça à ce moment-là, et pour le coup, on sait très bien que Sexton c'est pas du tout dans son objectif et qu'il agira jamais comme ça, quoi. Même s'il a l'occasion justement d'aller faire mal à un autre et que ça lui serait profitable, il prendrait jamais l'occasion. Déjà, je pense que Sexton déteste pas Tomac. Non. Et je pense que même s'il le détestait, ce serait pas dans sa mentalité d'aller le rouler. Non, parce qu'il veut, à chaque fois, il dit tout le temps justement qu'il veut gagner en la présence des meilleurs, quoi, pour montrer j'ai gagné parce que je suis le meilleur et pas parce que oui, mais un tel il était pas là, un tel il était pas là. Donc je sais pas, je suis un peu partagé, mais c'est vrai que je cherche Sexton, j'essaie de revoir, il faudrait avoir la vidéo sous les yeux pour voir est-ce que lui il montre un signe quand même de je veux t'éviter ou pas. Non, Sexton il ne montre pas trop, mais il essaye juste de rouler par-dessus à la limite. Mais en même temps, tu vois, Tomac il a même pas vraiment fini de tomber quand Sexton lui passe sur les jambes et il a nulle part où aller, quoi. Donc moi je pense que Digan c'est pas fait exprès. Je pense pas que ce soit malicieux comme on dit. Ouais, je sais pas. Sinon on parlait de quoi juste avant ça? On a parlé de donc Shimoda, donc tu disais que Baumer, alors moi j'avoue je sais pas si je reste sur Digan pour le mieux placé pour la côte ouest ou pas. Mais en fait, je vais te dire un truc et c'est la même raison pour laquelle par exemple aux Jeux Olympiques en basket j'étais pour les États-Unis alors que je suis français. Et pour laquelle aussi je veux voir les États-Unis bien performer au motocross des nations, des trucs comme ça. C'est que dans ma tête, c'était déjà acquis que Digan, c'était le meilleur de la côte et il a gagné le titre outdoor. Et peut-être dès l'année prochaine outdoor ou au pire en 2027, 450, tu vois, et il va aller essayer de titiller Jet. Essayer. Et du coup, si là, Digan, il se fait battre par Baumer, parce que dans ma tête, hiérarchiquement, Baumer, il était en dessous de Digan, il n'était pas au niveau. Ça chamboule en fait ma conception du monde, tu vois. Si les États-Unis ne gagnent pas au basket au JO, ça chamboule ma conception du monde. Pour moi, la NBA, tu vois, c'est au-dessus de n'importe quelle autre ligue de basket. Je
j'aime à croire que le championnat américain Supercross et motocross, il est plus relevé qu'en MXGP. En vrai, ça se défend parce que d'une, les pistes sont pas tout à fait pareilles. Erlings, il est venu, il a fumé tout le monde une fois aux États-Unis, même si Musquin il était chaud de ce jour-là et que Tomac il a assuré un titre. Villopoto, il est allé rouler en MXGP, il en a fait que 4 et il a gagné que un Grand Prix. Enfin, et je sais, il a gagné un Grand Prix, mais je ne sais même pas s'il avait gagné une manche justement sur le Grand Prix de Thaïlande. Il avait gagné aussi, je sais, une manche qualif. Bref, les Américains qui sont allés en MXGP, ils ont jamais gagné de titre de championnat du monde. Ou alors de champion du monde, peut-être que ça date bien loin. Et pareil dans l'autre sens, quoi. Donc, je sais qu'il y a quand même des grosses différences, mais les États-Unis sont quand même ceux qui ont le plus de victoires au motocross des nations. Donc tu vois, c'est ce qui fait que je participe dans ma pensée. Et aussi, les top pilotes européens vont aux États-Unis, les top pilotes américains vont jamais faire que du MXGP en Europe parce que tout le monde veut faire du supercross. Mais donc du coup, dans ma conception de ce sport, le championnat américain reste le plus relevé et le plus prestigieux. Et donc quand les Américains ils perdent, après c'est attention, quand les Américains ils envoient leur meilleure équipe et qu'ils perdent en motocross des nations, ça me chamboule un peu. Je suis toujours pour le coup là, je suis quand même toujours pour la France parce que voir nos petits Français les battre, je suis bien content. Mais ouais, du coup, j'ai du mal à imaginer une année 2025 où Digan il se fait battre par Baumer en Supercross. Mais pourquoi pas? Je sais pas si ça me dérangerait tant que ça en fait. Non, ouais, en 450 on a Sexton, on a Sexton pour un peu lutter contre Jet. Donc on a Tomac aussi. Oui, pour cette année, mais je parle pour le futur. Le moment où Digan... je vais te le dire, c'est que vu que Jet, il est out, donc pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est les croisés, à l'heure à laquelle on tourne ce podcast, je pense qu'il s'est fait opérer. Et ses médecins estiment la rémission à 4 mois avant de reprendre la moto. Donc ça veut dire qu'on a pu le voir en Supercross de l'année. Et même les premiers outdoors, c'est pas garanti du tout. Du coup, admettons que ce soit Tomac qui gagne le titre, il est obligé de revenir l'année prochaine. On doit les voir s'affronter à 100% les deux, quoi. L'année dernière, Tomac qui revenait de blessure, il était un peu l'ombre de lui-même. Là, cette année, il était déter comme Jaja. T'avais Jet qui galérait un petit peu. Là, c'est bon. Maintenant, Jet, il est out. Il faut qu'il revienne. Il faut que les deux ils reviennent l'année prochaine avec le Sexton aussi. Et tu vois, si Sexton bat Tomac ou un autre bat Tomac cette année, c'est pas trop pareil. Genre, je me dis pas que Tomac il a besoin de revenir pour battre Jet parce qu'il a déjà pas battu ceux qui sont là, tu vois. Mais si Tomac il gagne, il bat tous ceux qui sont là et le seul qui bat pas, c'est Jet parce qu'il est pas là. Bon, il peut que affronter ceux qui sont sur la piste, mais j'ai envie de voir une dernière fois, c'est juste pour le Supercross, on se l'attente, quoi. Ouais, bon après, si il se met encore un volume, c'est même pas un volume qui s'est mis Jet. Et qui se reblesse après, Tomac, il aura signé pour tout un hiver à être dans la boue, ou je sais pas où, là, à cravacher, etc., pour affronter un Jet qui sera pas là. Donc, ouais, mais au pire, il y aura toujours un Sexton qui restera fort. Oui, et puis à la fois, ça fait de l'argent. Et voilà, si les deux ils se blessent, ce sera un 4e titre. Peut-être qu'enfin, il arrivera à on ne sait pas combien de victoires de course. Parce que moi, j'ai lancé des dingueries avec Mr. Brap avant qu'on commence le podcast, mais maintenant qu'il n'y a plus de Jet, bon, Sexton, attention, hein, je veux pas dénigrer Sexton, qui est peut-être plus favori, on va en parler, mais qui est peut-être plus favori que Tomac pour le titre 450 maintenant qu'il n'y a plus de Jet. Mais je disais que Tomac il peut peut-être en gagner 9 de plus maintenant qu'il n'y a plus de Jet et arriver à 62 à la fin de l'année. Et 62, c'est que 10 de moins de 72. Et comme je disais, celui qui battra le record de McGrath, est-ce que ce serait pas Tomac? Ouais, je vois que tu crois pas, non. Mais qu'il y a quand même une toute petite part de toi qui te dit ce serait ouf, c'est possible. Je sais pas si ça me plairait. Si, ça me plairait qu'un Tomac, parce que moi en plus j'ai pas connu McGrath en vrai. Donc ouais. Tu vois, c'est un record qui est lointain pour moi. Du coup, moi aussi, hein. Moi non plus. D'en avoir un qui le battrait là. Voilà, ce serait dans l'air du temps et j'aurais vécu ça, quoi. T'auras vécu un moment historique. Voilà, donc non, je suis pas contre, moi, tu vois, qu'un Tomac arrive à dépasser, mais ça me paraît beaucoup. Là, il a 53, tu dis. Ça fait beaucoup de courses à gagner en 2 ans. Encore. Ouais. Il faut en gagner 19 pour égaler et 20 pour battre McGrath. Ouais. Ça fait trop, là, à mon avis. Sauf si Quentin, après, a du Supercross only et qu'il est toujours autant, mais il va avoir quel âge, le garçon, après aussi. Mais il a dit que depuis sa dernière année chez Kawa, on lui dit qu'il est vieux. Arrêtez, ça le saoule.
Ouais, d'accord, mais bon, à un moment Il donné- se sent bien dans son corps, il est compétitif, il veut gagner des courses, laissez-le rouler. Ok, chef. Sujet suivant. Alors, je sais, bah alors, mais on va en parler. Donc, Jet out, grosse déception évidemment. Mais du coup, maintenant, alors, est-ce que toi aussi, tu pensais que après sa première victoire la semaine dernière à Anaheim 2, Jet, ça y est, vraiment favori au championnat, il a montré que malgré les problèmes de réglage de moto ou quoi, il allait s'en sortir. Ouais, moi, quand il m'a. Parce que je voulais pas, mais je voulais pas le voir dominer, tu vois, encore une fois, je vais pas me répéter de tous les autres podcasts, hein, mais je me suis dit, après cette course-là, ah ouais, si, quand même. Il a été super patient derrière Anderson, tu vois. Et tu voyais qu'il maîtrisait tout ce qu'il faisait, quoi, en fait. Il n'a pas eu besoin de rouler au-dessus de ses pompes pour le doubler. Donc, pour s'imposer, tu vois. Donc, ouais, je me suis dit, là, ça va faire mal parce que tu le vois capable de rehausser son niveau, en fait, quand il va se faire doubler ou un truc comme ça, tu vois. Être capable de repousser d'un seul coup. Tu vois, je repense toujours à l'action, justement, sur Tomac au SMX de l'année dernière, où sur le petit saut à plat, du coup, dans l'intérieur, la petite bosse qui est dans l'intérieur, là, hop, il saute et il va doubler Tomac en scrubbant un peu la butte. Ah oui, sur la Ouais, dernière épreuve. voilà. Oh, Et il ben, fait un scrub de fou. ouais, mais sauf qu'avant ça, il n'est pas passé une seule fois aussi vite que ce qu'il a fait quand il a doublé Tomac. Hmm. Donc, il est capable vraiment de, ok, ben là, bam, je vais à fond, mais toujours maîtriser, tu vois. Il va même pas genre avec un pied et tu dis, waouh, c'était chaud et tout. Un peu stewardesque. Ouais, c'est. Comme le gros scrub sur Mike Alessi. Ouais, des sauf trucs comme que ça, oui, tu vois, où il mais. le faisait parfois, mais il ne faisait pas à tous les tours non plus. Ouais, mais sauf que Stewart, tu le voyais aussi en catastrophe, quoi. Dans les whoops, tous les prendre comme Ah ça. bah, Jet Un aussi, pied ça qui nous sort. est arrivé de le voir en catastrophe. Pas ces Ouais, mais dernières c'est années. plus rare. ok. C'est beaucoup plus rare. Et je trouve que justement, il est capable de mettre. Il roule pas à cette vitesse, il fait tous ses tours à une certaine vitesse. Et quand il s'agit de doubler, il est capable de mettre une vitesse au-dessus, quoi. Hmm. Et pas en catastrophe. C'est que tu te dis, mais en fait, il serait peut-être capable de le faire à tous les tours, quoi, à cette vitesse-là. Mais après, tu vois, ça, c'est un sentiment, je sais pas si nos auditeurs ou toi, ceux qui roulent un peu là, ont déjà eu cette sensation justement de. Tu as une certaine vitesse, mais par contre, quand on a un devant toi, bah, d'un seul coup, ouais, tu arrives pour doubler ou quoi, à repousser un freinage ou à prendre beaucoup plus de vitesse d'un seul coup dans une section où à la base, toi, tout seul, tu l'aurais pas fait en fait. Et c'est vraiment ce qu'il y a devant là de repousser pour aller dépasser celui qui est devant, par exemple, qui va te permettre d'avoir ce petit truc en plus. Je l'ai déjà ressenti un petit peu, mais pas du tout dans. Même à mon échelle, pas trop dans le même cas que Jet, où tu sais, genre, tu as un rythme et juste tu as le petit coup de boost qu'il faut quand il y a besoin pour faire le dépassement ou le contre, tu vois. Ça, j'avoue que je l'ai pas trop eu. Mais par contre, je pense qu'il y en a derrière moi qui l'ont déjà eu, parce que ça m'est déjà arrivé en course. Un mec j'entends derrière moi et tout, puis il me double, et après m'avoir doublé, le mec il me ralentit. Et là, je câble. Et ça m'est déjà arrivé du coup de redoubler. Et non, le mec il a ce qu'il faut, hein, il me redouble. Mais par contre, après, il est fatigué, il a pas envie de donner plus. Non, mais tu vois, je repense par exemple, tu te souviens à Crisol, la dernière fois qu'on a roulé ensemble à Crisol, là, il y a une fois où ça a été chaud, là, tous les deux. Je t'ai doublé un peu dans l'extérieur. Ah oui, oui, j'avais- mais alors rappelle-moi où est-ce que c'était parce que... Avant le camel, dans Ouais. le virage avant. Et toi, tu étais dans l'intérieur, et moi, j'étais dans l'extérieur. Et au final, nos deux ornières se rejoignaient dans une. Mhm. Et je suis passé, ouais, pas très longtemps, je crois que tu avais fait caler, un truc comme ça, tu vois, tu avais dû piler et caler là. Ah oui, oui. Et ben là, clairement, j'étais jamais passé aussi vite dans l'ornière en fait, que je prenais tout seul, je faisais mes tours, j'avais mon rythme de course et tout. Comme on dit, t'as débranché. Ouais, un peu, mais, mais j'étais pas non plus Hors de contrôle. Ouais, Mhm. j'étais genre, wouh, waouh. Après, tu vois, généralement, stylé. quand on dit que les mecs ils débranchent, on dit pas ça pour dire qu'ils sont hors de contrôle, tu vois. Non, mais Quand je te ils dis, commencent à il rouler y en a comme des certains, fous, quoi. tu les vois quand ça Ouais, fait plusieurs ouais. tours qui sont derrière, ils vont te sortir un truc et là tu fais. Waouh, le fou, tu vois, parce qu'effectivement, c'était en roue arrière, c'était avec un pied en arrière. Enfin, tu vois que c'est pas, Limite. voilà, que c'est pas tout contrôlé non plus. C'est qu'ils vont vraiment prendre cette initiative, ce risque pour aller doubler le gars, parce que voilà, ils sont derrière, ils n'y arrivent pas, tu vois. Que lui, ouais, non, j'ai l'impression. Et là, ça me l'a fait, mais j'ai plus exactement en tête quel moment, mais je sais pas si tu as tous les dépassements en tête, justement, quand Jet se fait dépasser là sur les deux premières, du coup. Il y a un moment donné, je crois qu'il se fait dépasser un peu avant le sable, peut-être dans l'enchaînement, ou je sais pas. Mais là, direct après, là, tu vois qu'il met en marche dans le sable, et, comme ça. Et pour récupérer la position, voilà, 2 virages plus loin, au plus tard, quoi. Ouais. Ouais, je trouve ça ouf. Ouais. Bon, le Brave Show, c'est sur YouTube
et en audio sur Spotify et Apple Podcast. Si vous êtes toujours avec nous après maintenant presque 35 minutes de podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, mettre un like et vous abonner. Et moi, comme Mister Brap, alors moi, vu que je suis pro Tomac, après la course de la semaine dernière, j'étais pas en train de me dire ouais, c'est bon, Jet, c'est fini, archi favori et tout, mais je me suis dit ça va être vraiment difficile pour Tomac, il va falloir arrêter les erreurs en fait. Et donc maintenant qu'il n'y a plus de Jet, la vraie question, est-ce qu'il y a un favori ? On en parlait, ça redistribue quand même les cartes. Il y a quelques pilotes qu'on voyait pas forcément en mesure d'aller gagner le titre, qui le sont peut-être un petit peu plus. Je pense à Roxen ou Webb même, disons que pour un Webb et un Roxen, il faut battre. Les trois étaient au-dessus en vitesse, Tomac, Sexton, Jet, donc il fallait battre les trois. Maintenant, il n'y en a plus que 2 à battre. C'est pas les plus réguliers. Tomac, on a vu que les départs, il y en a 3 sur 4 qui ont été pourris cette année. Et je dis 3 sur 4. Je compte pas en fait 3 départs de Triple Crown, mais il y en a 2 sur 3 en Triple Crown qui étaient nuls. Le départ de San Diego était correct. Le départ était top à Anaheim 1, il s'est juste croûté. Ouais. Et à Anaheim 2, sur la pluie, le départ était pourri. Sexton, il a fait aussi quelques erreurs. Il a calé à Anaheim, il a perdu l'avant. Où est-ce qu'il a perdu l'avant ? À San Diego. Il a perdu l'avant à San Diego, c'est pour ça qu'il a fini 6e à la 2e épreuve. Donc, c'est pas les plus réguliers en plus, les 2 qui nous restent. Donc, c'est pas la 2e épreuve. Si, c'est la 2e épreuve quand il a failli se faire atterrir dessus par Thomas qui a gagné la 2e ? Ouais. Ok. Ouais, et du coup, c'est où qu'il a glissé Thomas au départ là ? C'est à Anaheim 2. Anaheim 1, il tombe à la fin de l'enchaînement. Anaheim 2, il glisse au départ et il part dernier. Ok. Alors oui, du coup, Mister Brap, est-ce qu'il y a un favori pour ce titre 2025 maintenant que Jet est out, ou est-ce que c'est ouvert à plus qu'un seul pilote ? Non, il n'y a pas un grand favori. Après, je pense que je pourrais peut-être hiérarchiser, mais il n'y a pas un grand favori. Et c'est vrai que du coup, je trouve que ça décale un peu les cases. C'est que là, peut-être on aurait mis... à moi, ouais, après sa victoire, j'aurais mis Jet favori. Thomas Sexton derrière, tu vois, un peu dans le même wagon. Dans cet ordre-là ou... Non, Sexton, Thomas, dans le 2e wagon. Et dans le 3e, un Roxen, Webb, peut-être un Anderson, tu vois. Et encore, ouais, c'est pareil, Anderson, ça fluctue beaucoup. Hein, ses résultats, c'est pas régulier. Quoi. Ouais, pour le titre, Anderson, je le vois pas. Hein. Il va falloir non, mais ne serait-ce qu'en gagner une, tu vois. Genre, ouais. Une course, je pense qu'il peut peut-être le faire. Voilà, s'il part bien, que c'est un terrain qui lui convient et qu'il y en a un sur les autres qui part pas bien, ça peut le faire. Mais peut-être c'est vers la fin de l'année aussi où certains pilotes jouent placés parce que ils jouent leur place au championnat, le titre ou quoi. Peut-être plus, mais là, en l'état actuel des choses, il est quand même un cran en dessous. Ouais, donc ouais, non, là, maintenant que Jet, je trouve que voilà, maintenant que Jet, en fait, on a enlevé la locomotive, on a Sexton, Tomac, et du coup, pas trop loin derrière, ouais, un Roxen, s'il arrive à être régulier comme ça sur tout le championnat, je pense que ouais, il y a des terrains qui vont matcher sur lesquels il va pouvoir gagner, et s'il arrive à être régulier tout le long en plus, sans forcément voilà, en gagner 10, tu vois, dans l'année, mais peut-être qu'il pourrait ne pas en être loin. Et Webb, bon, toujours un peu... c'est mitigé, Webb. J'ai du mal à le cerner, le garçon. C'est vrai que, de toute façon, c'est réputé pour ça. Hein. C'est quand tu t'attends plus à le voir que d'un seul coup, elle refait surface. Donc ouais, il faut jamais le mettre sur la touche. Ouais, puis je crois qu'il y avait une stat, je ne sais pas si c'est son résultat moyen qui était 7e à Glendale ou si c'est son meilleur résultat qui était 7e. Mais je pense pas parce que les d'ailleurs il a dit sur le podium que il a entendu toute la semaine qu'il était nul à Glendale et que du coup maintenant tout le monde pouvait la fermer parce qu'il a gagné une manche et il a fini sur le podium. Mais c'est vrai que de manière générale c'est pas un terrain qui se prête à son pilotage, qui met en valeur ses qualités, j'ai envie de dire. Lui il est plus sur les terrains vraiment défoncés, mous, et où il peut recouper très bas, quoi. Ce qui n'est pas du tout avantageux sur les gros enchaînements que tu peux avoir à Glendale et sur cette terre où ça accroche moyennement. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, j'avoue, là, du coup, la façon dont je vois le truc, il y a
Tomac Sexton au-dessus, Roczen en clairement 3e homme. Et après, je dirais Webb en proche 4e. Mais je mettrais quand même Roczen au-dessus de Webb. Et mon cœur, il veut dire que Tomac est devant Sexton. Mais pour l'instant, c'est Sexton qui a la plaque rouge et qui a 2 victoires contre une seule pour Tomac. Mais après, Tomac, ça roule quand même super fort cette année. Je t'en ai parlé, tu m'as dit que tu n'avais pas remarqué. Mais deuxième manche, il est quand même dernier dans le premier virage. Donc le all shot, c'était au deuxième. Mais donc dans le premier virage, il est dernier. Les manches, elles font 12 minutes. À 6 minutes et un tour de la fin, il était déjà revenu 6e. Et ton Sexton, il a fait peur, là. Bah si, il décolle au milieu et puis il va légèrement vers la droite, là, petit à petit. Alors que tu peux pas me dire qu'il n'entend pas l'YZF de Tomac à sa droite qui arrive. Il est concentré, Sexton. Il est concentré sur ce qui se passe devant. Ce qu'il y a derrière, ça l'intimide pas. Oui, mais là, c'était chaud quand même. C'était chaud, c'est ton Tomac. Gros, il vient... non, mais il vient dans l'intérieur alors que le mec... Enfin, vraiment, j'aimerais... Tu vois, là, c'est ce qui nous manque là, pour upgrade le podcast. Le podcast. C'est avoir la petite vidéo, de l'avoir sous les yeux, là, pour pouvoir revoir et en discuter. Parce qu'après, peut-être que mes souvenirs sont un peu erronés, mais de mon souvenir, Sexton, il est milieu légèrement inter quand il commence à décoller, tu vois. Oh, il est milieu. Et enfin, en gros, en fait, peu importe, là où décolle Sexton, tu passes pas à droite. Mais si. Tu passes pas. Même s'il reste sur toute sa ligne tout Moi, le long. je passe pas parce que je suis pas assez vite. Mais Thomas qui passe. Thomas qui faisait le gros triple aussi, là, par-dessus la ligne de départ. Putain, il était fou ce Oui, mais là, triple, tu le tentes pas, en fait. Non, avec, là, non, avec un Sexton. juste à Et côté, non. donc, il serait jamais passé alors. Il serait passé avant. Non. Il arrivait plus vite pas sur du le tout, double pas du on-off, tout. là. Mais si. Sexton, lui, il faisait double, triple, du coup, derrière table. Je sais plus exactement. Je me souviens plus combien est l'enchaînement, mais c'est pas Thomas qui a fait derrière table à un moment là. Bah, pas à ce tour-ci, mais parfois, il faisait derrière table. Mais généralement, s'il voulait faire le gros triple en fin d'enchaînement, il fallait qu'il fasse on-off. Pour ensuite faire triple et triple. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, du coup, petite frayeur là. Thomas, ça l'a calmé. Après, il a dit bon, je reste derrière Sexton. Pour cette manche-là, ça ira bien. J'ai bien donné, je reste là maintenant. Non, mais c'est dommage, il aurait gagné général si Sexton il avait pas fait du Vince Freeze, quoi. Carrément. Bon, du coup, toi, allez, si tu dois parier sur un seul pilote 450 pour gagner le titre, tu paries sur lequel? Sexton. Ok, ben moi je parie sur Thomas, donc on va parier un grec. Let's go. Allez, un grec en mai. Qui va le payer? Nous le saurons d'ici quelques épisodes, mais... Non, écoute, j'ai pas forcément noté d'autres sujets pour... Si, enfin, on peut quand même parler Smith qui a gagné, et première victoire pour Triumph aussi en motocross, enfin en motocross supercross, et aux États-Unis. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont gagné des courses nationales en Angleterre, ou parce que je sais qu'ils sont aussi sur des championnats comme ça, mais à l'échelle internationale, même si c'est pas vraiment un championnat... C'est un championnat régional, le championnat 250. Mais bon, t'as des mecs du monde entier qui viennent et il y en a pas. En fait, je fais la ligue. Moi aussi, je fais la ligue carrément. Tu fais la Ligue Ouest. Ouais, c'est ça. Je vais faire la Ligue Ouest, USA. Super calme. Ouais, alors ça reste quand même un championnat professionnel. Il faut une licence pro. Oui, bah ça s'achète. Faut faire le SX Future. Ah oui, en FIM, ça s'achète. Mais sinon, c'est SX Future. C'est 2000 €, je crois, si tu passes par la FFM pour acheter une licence FIM. Championnat du monde. Avec ça. Oui, donc c'est quand même beau pour Smith et Triumph cette première victoire pour la marque et lui sa première victoire de l'année. Bah ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Puis c'est cool de le voir aussi à ce niveau-là, quoi. Enfin, moi je repense toujours, c'est 2017 du coup, qui avait la plaque rouge et qui se tôle là sur à Las Vegas, en pleine vitesse comme ça là. Et tu vois, moi ça me fait toujours quand même un petit quelque chose quand un pilote justement il est au sommet comme ça là, tu vois. Au sommet des 250, à être potentiellement en train de gagner et qu'après, du coup, blessure, et puis tu te retrouves à galérer, voilà, tout ça. Et donc, de pouvoir le voir remonter, gagner, je trouve ça cool. Ouais, c'est sûr. Ça me fait plaisir pour lui. Pourtant, tu vois, je ne suis pas spécialement un grand fan de Jordan Smith ou quoi, mais... Et de le voir aussi solide en plus. Ouais. Enfin, la régularité, ça n'a jamais été son fort. Ça a quand même été plus un mec qui va vite et qui se met par terre. Ah bah déjà... Je tourne la poignée, je réfléchis après d'habitude, Jordan Smith. Le week-end précédent, il a mis la cabane sur le chien. Bah voilà. Et puis là, il a bien mis la cabane sur le chien, quoi. Voilà, et du coup, c'est ça, c'est la semaine dernière à Anaheim 2 qui finit 4e. Ouais.
Et du coup, ses résultats, c'est troisième, Deuxième. troisième, deuxième, quatrième, Ouais, je crois qu'il premier. était monté en puissance. 3, 2, 4, 1, ouais. Et c'est ça. Et Baumer, lui, il a fait 2, 1, 2. Et là, 3. Il est sur le podium, là? Il me semble qu'il est sur le podium du Je général. suis pas sûr. Il s'est fait interviewer du coup à la fin et tout, mais je suis pas sûr. Ah non, oui, je dis des bêtises parce que 3, c'est Davies. Donc peut-être qu'il a fini 4 Ouais. là. 4 ou 6. Parce que Digan a fini 2 du général. Ouais. Ouais, donc non, je pense que Baumer a fini 4. Ouais, parce que Généralement, sinon, il y si aurait c'est qui d'autre devant lui. généralement, si c'est pas dans le top 5, ils sont pas interviewés parce que en fait, le top 5 est obligé de rester au cas où on va les Ouais, mais interviewer. ça, je crois qu'il Et y a les eu- autres, Il y a eu une entrave à la règle, parce que ça, tu me l'avais déjà dit. Et là, depuis le début de saison, je suis sûr qu'à un moment donné, il y en a un qui a fini en dehors du top 5 et il a été interviewé quand même. mais je Mais- crois pas parce ou qu'il y alors a eu, peut-être il y a eu sur les Tomac à la petites. première, mais il est revenu à la 5e place. Attends, mais sur les premiers. Même sur les 3 petites finales, du coup? Ou tu parles juste du général que les 5 doivent rester? Je parle Et que du c'est que les 5. général. Ouais, parce que sur les 3 petites, je crois que Baumer, il s'est fait interviewer quand il a fini en dehors du top 5. Il y en a une. Non? Ouais, il finit 6e de la première. Voilà. Ben, je crois que là, il s'est fait interviewer. Hein. Ah ouais. Mhm. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais non, je crois qu'il a fini 4e quand même parce que du coup, Baumer, les résultats, c'est quoi? C'est 6. Non, il fait mieux que 6 dans la première manche. Il repart 9e, il finit pas 6 quand même. Je sais pas. Bon, j'aurais dû noter les résultats, ça sert à rien de spéculer. Ouais, de toute façon, t'as déjà dit Baumer pour le. T'imagines quand même si Triumph gagnait le titre sa 2e année? Bon, c'est un titre régional, mais c'est un titre régional que beaucoup de marques veulent gagner quand même, tu vois. Ouais. C'est suffisamment important pour que Husqvarna, à la base, voulait vraiment que Hampshire ait le numéro 1 sur la côte et tout ça, quoi. Bon, bah écoute, parlons de 250 côte est. Tom Vial favori. Ouais, j'ai envie d'y croire parce que de ce que j'ai vu sur Instagram, ça roule, C'est ça roule ça. fort là. J'avoue que sur les réseaux, j'ai regardé un peu les vidéos de Vial rouler et j'étais assez, ouais, on peut dire impressionné. Je trouvais qu'il y avait une progression qui, rien que sur les vidéos Instagram d'entraînement, se remarque. De toute façon, on a vu aussi que ça roulait vraiment bien à Paris. Mais j'avoue qu'en fait, j'ai pas regardé la compétition. Genre les vidéos de Faulkner, je les regarde vite fait que d'un œil. Ouais. Pareil pour. Parce que du coup, on a qui? On a Vial, Hampshire, Kitchen, McAdoo, Faulkner. On a Pierce Brown pour Yamaha, même si moi j'avoue Pierce Brown, je crois pas beaucoup en ses capacités de gagner le titre. Max On va dire Anstey. ça comme ça. Mais il y a Max Anstey et il y a Chance Hymus pour Honda. Ouais, purée, lui, enfin, moi, je n'entends plus parler. Après, je les suis pas trop sur Instagram, Ouais. tout ça, j'aurais pas trop de Mais après, vidéos. lui, il a l'air. Il est discret. Ouais, il est plutôt discret. Hein. Il l'a ramené pas trop pendant que Digan cherchait de l'attention l'été dernier. Qui gérait son complexe d'infériorité là. Mais donc, en vrai, pour battre Vial, je dirais que j'ai envie de croire que c'est Faulkner peut-être le challenger le plus dangereux. Mais en même temps, Petit j'ai envie de le Kitchen. croire parce qu'on connaît le potentiel de Faulkner. C'est le mec qui a gagné le plus de courses sur le plateau. Et chaque année, quoi. Et Après, chaque année, grosse blessure, il revenait, il tu vois, gagnait, quoi. comme Thomas qui a gagné une course chaque année pendant 11 ans de suite, Faulkner, c'est presque la même chose en 250. Ça fait pas 11 ans qu'il est en 250. Et il y a eu des années où je pense qu'il n'en a pas gagné non plus parce qu'il s'est blessé avant d'avoir l'opportunité. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il arrive à revenir. Enfin, c'est pas arrivé à chaque fois, mais la dernière fois, il est revenu encore à son meilleur niveau, quoi. Ouais. Et j'ai envie de croire, en fait, je crois assez facilement que ça peut être le cas à nouveau cette année. Et donc, d'un côté, je me dis que si en fait il arrive à revenir à son meilleur niveau, il va être le challenger le plus dangereux pour Vial, en partant du principe que Vial est favori, ce que je pense. Mais il y a une part de moi qui sait que peut-être que Faulkner, cette année, ce sera pas le meilleur Faulkner qu'on puisse voir et que du coup, il sera pas si dangereux, quoi. Ouais, je suis partagé aussi. Au vu des années précédentes, j'ai envie de dire que il va venir encore et il va être bon. Le changement de moto, l'opération cerveau, ouais, tout ça, peut-être que ça lui a mis un coup et tout. Mais bon, après, j'imagine que s'il a signé avec Triumph et que
Je sais pas, après, tu sais pas trop ce qui motive les gars, tu vois, ça se trouve, c'est un chèque 2 fois plus élevé que Pro Circuit, ou je sais pas, tu vois, ce qui motive vraiment Alors, je le crois que Pro pilote. Circuit lui a pas fait d'offre au final. Ah bon? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mitch lui avait dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'il n'y avait pas de problème et qu'il voulait le re-signer. Et sauf qu'après, Kawa était pas chaud, je crois. Et que Kawa a dit à Mitch, bah, on n'a pas le budget pour autant de personnes. Et puis en plus, ils n'étaient pas forcément motivés pour re-signer Faulkner. Et du coup, à ce moment-là, Mitch a rappelé Faulkner en disant, en fait, on a peut-être un problème, tu vois. Et du coup, là, Faulkner a exploré d'autres opportunités et il s'est trouvé que bah, Triumph en était une bonne selon lui, quoi. Mais ouais, je crois pas qu'il avait vraiment deux offres et qu'il a choisi en ayant deux propositions. Je pense que Kawa lui a jamais proposé de contrat. Ah, et tu sors ça d'où? J'avais entendu ça dans le Pulp MX Show. Je crois que je pense que c'est Mitch Payton qui était passé sur le Pulp MX Show, genre vers le mois de décembre ou quelque chose comme ça. Parce que c'est pas de. Ou alors, j'ai entendu ça peut-être de Faulkner, mais sur un autre podcast. Ouais, parce que Faulkner, justement, je trouve de ce qu'il disait en conférence de presse et tout, il avait dit qu'il avait une très bonne relation avec Mitch et que il voulait le re-signer pour l'année prochaine, Mitch, etc. en tant qu'individu, voulait Et re-signer que c'était Faulkner, mais très... après, Voilà, il y a mais du coup, Kawa c'est qui. juste, il est juste resté là-dessus, tu vois. Et donc, je trouve que ça sonnait en mode, ben, j'avais l'opportunité et tout, mais voilà, j'avais envie de changer de cadre, changer de routine et d'explorer quelque chose de nouveau, tu vois. Je trouve qu'il le tournait plus comme ça que, bah, sauf que derrière, en fait, Kawasaki ne suivait pas. Et donc, j'avais quelque chose de mieux avec Triumph, tu vois. Après, tu es un peu obligé de rester politiquement correct parce que d'un autre côté, c'est business. Puis tu vois, peut-être que Faulkner, il se dit le jour où je monte en 450, je veux pas me fermer la porte de peut-être rouler sur Kawasaki en leur cassant du sucre sur le dos Non, on peut maintenant leur devant casser, la presse, mais tu vois. bah, c'est la vérité. Enfin, genre, Kawasaki n'était pas chaud pour me signer cette année. Ou alors, enfin, Oui, mais alors tu il vois. me proposait un budget peu moins élevé, quoi. Enfin, tu vois, c'était question de budget, enfin, sans forcément rentrer dans les détails, tu vois. Mhm. Mais juste, Mais ouais. après, ça dépend comment est-ce que lui il vit le truc, tu vois. Est-ce que il se dit non, bah je comprends en vrai que Kawasaki il propose rien, ou est-ce qu'il est un peu déçu et légèrement amer, tu vois, du fait qu'on lui propose pas de re-signer une année. Donc, parce que tu vois, s'il le comprend complètement, oui, il pourrait dire, mais bon, Kawasaki n'a pas pu me faire de proposition, et puis je comprends parce que j'ai pas vraiment performé ces dernières années avec toutes mes blessures. Il pourrait, tu vois, mais si c'est pas ce qu'il pense, bah, Bah, il préfère ne pas en parler du tout plutôt que d'aller dire un truc et risquer de dire ce qu'il pense et de froisser quelques personnes. Enfin bref, là on spécule vraiment. Mine de rien, ça va être encore mieux pour Faulkner parce qu'il vient de voir Smith gagner une manche, gagner un Triple Crown, être sur 3 podiums sur 4 depuis le début de la saison. Donc là, même si j'imagine que sur son terrain d'entraînement, sur sa moto, s'il a trouvé les réglages qui lui conviennent, il était confiant que la moto était au niveau. Bah, il a vu quelqu'un rouler sur la moto face aux autres et maintenant il a la confirmation que la moto elle est capable de gagner, quoi. Ouais. Bah ouais, non, je suis d'accord que je pense il a le bon matériel, mais effectivement, ouais, je suis curieux de voir si. Et puis, enfin, c'est la logique des choses qui voudrait aussi que. Ouais, non, tu vas être un peu en dessous. Encore une blessure, encore out, tu vois, encore du temps passé sur le côté, etc. Plus de la convalescence pour l'opération à la tête. Voilà, donc ça pousse à croire que, ouais, non, là, ça va être compliqué. C'est le début de la fin, quoi, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est vrai que jusque-là, il a prouvé l'inverse. Donc, je serais chaud qu'il nous reprouve l'inverse. Mais bon, après, voilà, faire des grosses batailles avec Tom, ça serait lourd. Mais bon, Ouais. après, Kitchen aussi. Shire, est-ce que il va être chaud, là, cette année? C'est cool quand même du coup d'avoir les deux champions l'année dernière s'affronter sur la même côte. Ouais. Moi je trouve ça sympa. Limite faudrait donner un numéro 1W à M. Shire. Ouais, ouais. Ouais, moi je serais chaud avec le W ou le E, tu vois. Vial, en plus, il roule avec le E à chaque fois. Un E. Ah ouais là du Sur coup. la moto, il me semble qu'il y a le E. Hein. Et Ouais, sur peut-être. le maillot, Après, peut-être pas derrière. il est peut-être pas obligatoire le E. Peut-être qu'ils le mettent mais. Non, parce que je trouve que. Enfin, il me semble que ça Mais, fait un moment qu'on l'a pas vu, genre faire en 10, tu vois, par exemple. Je suis pas sûr qu'il est. Ah, quoique. Est-ce qu'il avait Après un souvent tu sais W? sur la plaque mais de célébration qu'ils ont à la fin ils le mettent parce Ouais, que mais ils pour qu'on mettent sache tout quel en- titre t'as gagné ouais. mais après sur la moto pas forcément. Après parfois ils le mettent aussi pour les showdowns mais ouais, mais ouais, c'est vrai que bah, même si c'est pas la bonne côte.
Alors, je sais pourquoi ils le font pas. C'est que, tu sais, ils sont toujours un peu dans l'optique de les gens qui connaissent pas, les nouveaux fans qui vont découvrir notre sport. C'est dommage parce que c'est un petit peu tout le temps orienté comme ça. Ils veulent faire grandir les audiences et tout, donc ils traitent tout le temps un petit peu à la télé les gens comme si c'était la première fois qu'ils regardaient. Et c'est sûr que la personne qui regarde pour la première fois, admettons que cette année-là, le champion en titre côte Est, il n'est pas présent sur la piste, tu n'as que le champion côte Ouest qui a changé de côte. Bah, tu vas avoir un mec avec un 1W qui n'est pas le champion de ce championnat de l'année dernière, qui roule, et le champion de ce championnat de l'année dernière ne roule pas, donc il n'y a pas d'autre numéro 1 sur la piste. Ça devient compliqué. Mais en même temps, j'ai l'impression que les sports les plus populaires, c'est pas les sports les plus simples. Donc peut-être qu'il faut arrêter de rendre tout ça simple à comprendre. Parce que tu vois, quand tu regardes un match de basket que tu connais rien, il y a plein de règles et tu vas pas toutes les capter au premier match que tu regardes à la télé, malgré le fait que les gens ils expliquent, malgré le fait que les commentateurs expliquent. C'est pareil pour le foot. Enfin, le foot, je suis désolé, mais la règle du hors-jeu, je crois que je commence enfin à comprendre. Mais parce qu'il y a des fois, il y a un joueur qui est hors-jeu, mais c'est pas sifflé. Mais bon, c'est parce qu'il n'avait pas d'impact sur l'action. Donc, en plus, c'est une règle qui est quand même vachement liée, enfin, basée sur le jugement de l'arbitre. Non, il y a la VAR. Oui, mais ça reste quand même. La règle ne te dit pas noir sur blanc qu'est-ce qui est un joueur qui impacte l'action ou pas, tu vois. Si, c'est s'il la touche, je crois. C'est si le joueur qui a été en hors-jeu. Je crois qu'un joueur qui touche pas la balle mais qui influe quand même sur l'action, ça peut être. Parce que tu vois, des fois, tu as des mecs qui tirent et qui marquent. Et tu avais un autre joueur qui était en position de hors-jeu, et du coup, le hors-jeu est sifflé. Hein. Tu crois? Ouais, il n'a pas touché la balle de l'action. Bon, ceux qui sont encore avec nous après presque une heure et qui suivent le foot... les footballeurs. Informez-nous en commentaire, s'il vous plaît. Ouais, parce que nous, j'avoue que c'est pas notre sport de prédilection. Moi, je regarde que pour l'Euro et la Coupe du Monde. Donc, ça sert à rien qu'on aille débattre. Débat d'ignorants. Les deux mecs qui connaissent le moins au monde qui en parlent pendant une heure en se filmant et sur internet, quoi. C'est que devant un match de foot, c'est bière pizza, c'est tout. Bah, et on est là pour apprécier la soirée, non? Ouais. Mais donc pareil, et moi tu sais là, genre l'année dernière je me suis dit oh, vas-y Super Bowl je vais regarder, j'avais jamais regardé vraiment, moi j'avais déjà vu passer en vacances des matchs de football américain mais j'avais jamais vraiment regardé. Et j'avais pas tout j'ai sorti Google pour comprendre certaines règles, tu vois, qu'est-ce que c'est que le premier down, le troisième down, tout ça. Et sans Google, il y a des trucs que je comprendrais toujours pas. Et pourtant, aux États-Unis, c'est le sport le plus populaire. Donc, t'es pas forcément obligé d'avoir un sport qui est simplifié pour. Et, tu vois, et je parle même pas du fait que les commentateurs, surtout en anglais, ils disent la Honda rouge ou tout ça, parce que. Moi, en tout cas en tant que Français, j'ai jamais trouvé qu'on me prenait trop pour un imbécile quand on dit sur la Honda rouge, surtout que parfois elle est pas rouge et du coup ils vont dire la Honda d'une autre couleur. Mais c'est vrai qu'après, sur les commentateurs français, j'ai déjà eu l'impression qu'on me parlait un peu comme si j'y connaissais rien, alors que je connais un minimum le sport, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est... Je sais pas. Donc tout ça pour dire que ouais, si tu avais le 1W sur la côte Est, pour ces gens-là, c'est sûr que ce serait compliqué. Mais après, oui et non. Enfin, je veux dire, c'est que justement, il y a un 1A et il y a une lettre à côté. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a deux côtes. Et donc, lui, il a gagné la côte ouest l'année dernière. Lui, il a gagné la côte est. Et pour le coup, c'est vrai que dans un cas où les deux champions de l'année dernière se confrontent, comme c'est le cas cette année, tu te rends compte qu'il y a deux numéros 1, puis à la limite, tu vois, il n'aura pas la plaque rouge, par contre, Hampshire, il aura un numéro 1 sur un fond noir. Vial, pour la première, il aura un numéro 1 sur un fond rouge. Après, peut-être qu'ils seront tous les deux sur un fond noir après la deuxième, si c'est quelqu'un d'autre qui gagne. Mais ouais, tu te dis, tiens, il y a deux numéros 1, forcément, ça attire tout de suite un peu l'attention sur les deux champions, quoi. Et pas que s'il n'y a qu'un numéro 1, oui, mais je pense que tu es quelqu'un qui ne connaît pas et qui voit deux numéros 1 et là tu te dis ça c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a deux numéros 1 et c'est qui le vrai numéro 1 entre les deux, tu vois? Ouais. Je pense qu'il va avoir un peu ce raisonnement. Donc ouais, j'avoue que ce serait stylé. Ouais. Bon, c'est dommage, on est un petit podcast français donc ils nous entendront pas, surtout pas avant la semaine prochaine. Enfin surtout que ouais, c'est dans 3 jours la course mais pour les années prochaines, faites ça s'il vous plaît. Supercross US, la Feld. Ouais, ça me rappelle les showdowns de Las Vegas, justement, où ils roulent avec le 1E, 1W, là, le Team Pro Circuit avec Pourcel. Est-ce que tu préférais quand les showdowns de fin d'année, ils étaient comme ça, ils comptaient pas pour les points, c'était juste pour le show? Ou est-ce que tu aimes bien le fait que ta position dans la course au showdown, c'est les points que tu marques et ça compte pour ton championnat? Moi, je pense que la problématique là-dessus, c'est pour ceux qui font 11, 12, 13. Ils participent pas à celle-là, quoi. Ils se qualifient pas. Oui.
la plupart. Donc c'est embêtant pour eux parce que quand tu finis 11e d'un championnat, bah, quand même, tu es aux portes du top 10, tu es pas mal, tu vois. Et du coup, tu participes pas à une des finales. Ah ouais, relou. Surtout si, bah, pour le coup, bah, toi, tu as l'habitude de faire dans ces places-là et qu'un mec avec qui tu te bats, bah, il finit à ces places-là et que là, bah, hop, 9, il est qualifié, il passe, machin, tac, tac, tac. Et bah, lui, il marque des gros points, toi, t'en marques zéro parce que tu participes pas. Et tu peux pas faire tout ton championnat. Je trouve ça, c'est un peu dommage. Mais dans un autre sens, bah, ça permet de garder le truc en mode bah, chaque point. Et encore, attends, il faut un championnat, un classement séparé ensuite. Ou si tu finis troisième, même si tu es premier de ta côte. Là, c'est troisième, c'est 20 points. Voilà, bah ça, ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, c'est justement pour mettre du piment, quoi, et que les mecs, ils se reposent pas à se dire ah bah je suis cinquième, mais je suis premier de la côte Est, de ma côte, donc bah, je vais rester cinquième, quoi. Et encore, quand ils ont de l'avance, ils le font un peu quand ils ont de l'avance au championnat. Oui, oui, Qu'ils oui. sont pas en déche de points, mais. Oui, parce que tu marques quand même, même si tu marques les points de la cinquième place, tu sais qu'il y a personne qui marque plus que toi non plus sur ta côte, quoi. Donc, mais ouais, je suis un peu partagé par rapport à ça. Donc, c'est sûr que quand tu penses aux petits pilotes privés. J'ai une petite question quand même pour toi. Je sais pas quelle est ta position sur le sujet, mais est-ce que tu es pour la médaille de participation de manière générale, pas en SXUS, tu vois, mais tu sais, quand tu faisais des trucs à l'école et que bah, tout le monde gagnait une médaille parce que tout le monde a participé Non. à l'épreuve. Non, t'es pas pour. Non. Parce que ton raisonnement, genre, t'as réfléchi à celui qui fait 11, 12, 13 au championnat avant de penser à celui qui fait premier, tu vois, et qui perd ou marque de gros points parce qu'il y a une autre côte qui est Ah oui, mixée et tout. Donc, mais je veux pas qu'on le récompense, celui qui fait d'habitude 10, 11 et qui là participe au showdown et qui fait 15 ou 19. Je veux pas qu'on le récompense. Enfin, qu'on le récompense avec une médaille ou un diplôme ou j'en sais rien. Non, mais tu te dis c'est dommage parce qu'il pourra pas marquer, il a pas l'opportunité de marquer. Mais parce qu'il fait quand même son championnat, on est sur fallait une être côte meilleur. à 8 épreuves, pardon. Tu te dis c'est assez court et je peux pas participer à une parce que bah on mélange on regroupe les deux championnats, tu vois, et que du coup bah les deux regroupés, bah, forcément ça double un peu la position à laquelle je termine habituellement. Bah je trouve ça dommage pour celui qui est, parce que je me dis que quand même 10, 11, 12, bah c'est pas des places dégueu quoi, en championnat US et que tu joues quelque chose, tu joues pour un billet assez élevé, enfin tu vois, il y a un enjeu derrière même quand tu finis 10, 11, 12, tu vois. Bon, celui qui finit 11 ou 12 en SX 250, il joue pas des 1000 et des 100. Hein. Non, mais bon, je trouve quand même que ça fait Enfin, moi, j'imagine si juste en ligue, là, par exemple, bah, on regroupe une course avec, je sais pas, une autre ligue, et qu'au final, bah, je peux pas participer à cette course-là qui fait partie de ma ligue parce que je suis aux alentours de cette 10e place, peut-être, tu vois, bah, ça me ferait chier, quoi. Ça me ferait chier. Après, non, par contre, moi, j'ai toujours été très compétiteur, justement, et que les tournois de basket, quand je recevais une médaille avec les autres aussi, bah, elle avait pas trop de valeur, quoi. C'est oui, d'accord, on l'a tous eu. Je suis pas teuteux, quoi. Tu vois, mais tu vois, si je reprends l'exemple de, admettons, tu as une course qui est en commun avec une autre ligue, est-ce que tu regarderais pas un petit peu aussi cette course en mode celle-ci, elle va être importante, il va falloir, tu vois, avec un peu plus de pression, mais aussi un peu plus de valeur dans cette course-là. ça dépend où je suis, du coup, parce que si je Je suis sais aux pas alentours de la que- 10e place et que je peux pas y participer, bah, ça me fait chier. Oui, mais même toi, en étant à la 10e place, bah, tu vas être un peu plus concentré peut-être sur cette course où tu vas te dire, celle-ci, il faut pas que je me foire, il faut que je progresse pour pouvoir au moins participer. Et, Ouais, tu mais vois. après, j'ai pas besoin de cette course-là pour me dire, bah, quand je suis 10e, je vais aller chercher le 9e, je vais aller chercher le 8e, je vais aller chercher ceux qu'il y a devant, tu vois. Oui, mais là, c'est Donc, prendre le c'est risque plus important. oui, mais prendre le risque de ne pas y participer parce qu'on regroupe deux ligues et que ça compte quand même pour mon championnat, tu vois. Si elle est hors championnat, bah voilà, c'est cool pour le spectacle, justement. Il y a cet enjeu de se confronter avec une autre ligue, tu vois. Donc, ça c'est intéressant. Une idée pour la FFM d'ailleurs. mais de ne pas de le faire compter pour les points, je trouve que c'est compliqué pour ceux qui avoisinent le top 10. Mais sinon, après, pour ceux qui sont devant, évidemment, bah, c'est un régal. C'est que tu as des Digan, Ouais, déjà, tu as toutes les stars de la Baumer, catégorie qui sont etc. réunies. Voilà, et qui sont tous là. Et donc tu te dis, bah, ok, dans cette catégorie-là, je mise sur 3 ou 4 pour la victoire. Et sur celle-là, 3 ou 4 aussi. Donc là, ça veut dire que je mise sur 8 personnes, tu vois, peut-être potentiellement pour gagner. Tu te dis, c'est énorme, qui peut gagner? Alors qu'en général, ça se passe jamais entre 9, hein, entre 8, en 8. Non, parce qu'il y a des faits de course, mais c'est sûr qu'avant que la grille tombe, bon, t'en as peut-être 3 ou 4 qui ont gagné sur une côte avant d'arriver là, 3 ou 4 qui ont gagné sur l'autre côte. Donc oui, effectivement, t'en as 8 où tu te dis parmi les 8 qui va gagner. Même si évidemment, il y a toujours un peu une hiérarchie. Moi, je trouve que ce système qu'ils ont adopté depuis maintenant quand même quelques temps, bah, d'ailleurs, c'était déjà ça en 2017 quand la course où on parle de Smith qui se retourne en rentrant dans le SAD et Osborne qui éclate Savacci pour gagner le titre. Mais je trouve que c'est le meilleur système qu'ils aient trouvé.
Parce que, donc, si tu te souviens, à une époque, les titres étaient terminés avant d'arriver à Las Vegas. Et du coup, c'était purement une course d'exhibition à Las Vegas, le Showdown. Donc, c'est cool parce que tu as toutes les stars, mais en même temps, il n'y a plus de championnat à jouer. Et tu sais que, bon, tu as ceux qui n'ont pas eu une très bonne année, qui veulent absolument la gagner. Tu as les champions qui ont envie de montrer pourquoi ils sont champions, mais c'est vraiment qu'une question de fierté et de prestige. Et j'ai plus envie de dire fierté parce que je n'ai pas l'impression qu'il y avait un énorme. Une histoire et un prestige vraiment qui est énorme qui est arrivé avec la course. Ensuite, il y a eu d'autres années où, au lieu de te faire une qualif de 8 tours, il te faisait la finale de 15 tours qui comptait pour le titre au moment des heat race pour chaque côte. Et donc, du coup, je ne sais plus s'il faisait des hits l'après-midi ou si. Je pense qu'il faisait des hits l'après-midi. Et donc, il faisait la finale. Peut-être. Ou peut-être qu'il qualifiait le top 20 directement au championnat pour la finale. Et s'il y en avait un blessé dans le top 20, ils allaient chercher derrière comme ils font pour remplir la grille. Mais en tout cas, ouais, ils faisaient leur finale de 15 tours en début de soirée. Après, il y avait les hits 450. Et ensuite, ils faisaient le showdown qui ne faisait que 10 tours, je crois, cette fois-là. Qui, pareil, était que pour une course d'exhibition, quoi. Et je trouve au final que ce système-là, déjà, ça permet d'en avoir plusieurs dans l'année. Le fait que ça compte pour le championnat, parce que tu peux pas mettre une course d'exhibition en plein milieu du championnat de tout le monde. Enfin, personne va vouloir prendre de risques, quoi. Ça va être et puis celui qui se blesse, il va dire mais c'est n'importe quoi. L'année prochaine, on la fait pas celle-ci. Enfin, tu vas pas pouvoir pousser les gens à la faire. Donc, ça te permet d'en avoir plusieurs dans l'année. On en a 2. Je trouve que ce serait même cool d'en avoir peut-être jusqu'à 3, tu vois, autant que les Triple Crown. Ouais, mais tu vois, c'est toujours pareil. Genre le petit privé derrière, c'est son championnat, il fait 3 courses, quoi. Ouais, ok, bon, 2 c'est bien alors. Allez, pour le petit privé, 2 c'est bien. Mais après, le petit privé, il roule, hein, c'est juste est-ce qu'il se qualifie ou est-ce qu'il se qualifie pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, oui, d'accord, il marque pas les. C'est le mec qui d'habitude il fait 12e, et là il fait 12e, mais c'est 0 points. Parce qu'il fait 12e de sa côte et que ça le qualifie pas en finale. Je suis d'accord, mais bon. Après, le championnat, c'est fait pour déterminer qui est le meilleur. C'est pas pour déterminer qui est le meilleur entre le 12e et le 13e au monde, tu vois. Ouais, mais on fait un podium à la fin. On fait 2 côtes on a un classement. Enfin, dans ce cas-là, on réunit les 2 côtes. On a déjà vu cette question. Ouais. Dans ce cas-là, on réunit les 2 côtes tout le long et effectivement, ça fait un championnat 250 élite un peu. Ou peut-être que du coup, tu pourrais en faire un secondaire avec les privés, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, pour que tout le monde y trouve son compte, parce que ça, c'est pareil. Tu rejoins les deux, du coup, tu as plein de petits teams qui le font plus. Et ouais. Non, mais du coup, ouais, je trouve que ça marche bien d'en avoir du coup 2 dans l'année et qu'ils comptent. Et le fait que tu divises pas les points par côte, mais vraiment les points de ta position scratch, ça c'est bien parce que comme tu dis, ouais, ça permet de pas trop jouer. Oh bah c'est bon, je suis 7e mais je suis premier de ma côte, donc on va se battre entre gars de notre côte et puis les autres on les laisse. Donc moi j'aime bien ce système moderne qu'on a actuellement. Ouais, carrément. Bon, on n'a pas trop parlé de Kitchen. En fait, zéro nouvelle depuis sa maladie à Anaheim 1 où il a fait forfait. Moi, j'ai pas vu un post Instagram passer, j'ai pas vu un seul vlog sur YouTube. C'est vrai qu'en plus, je pense que s'il en avait sorti, je les aurais eu parce que j'en ai regardé 2, je crois, de ses vlogs. Donc, Sexton, je crois que j'en ai regardé 2 aussi et il me les sort à chaque fois qu'il y en a. Digan, j'en ai vu peut-être moins que ça. J'en ai vu plus que 2, mais par rapport à ce qui sort, j'en ai vu très peu. Et il me les propose à chaque fois. Ouais. Donc, Kitchen a été très, très. J'espère qu'on va pas avoir un communiqué de presse vendredi qui nous dit que Kitchen participera pas parce qu'il est toujours malade. Je sais pas. Faudra peut-être regarder son compte Instagram, voir. Ça se trouve, il a posté quelque chose et j'ai pas vu aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Mais dans l'idée où Kitchen est à 100% ce week-end à Tampa, en Floride, tu le places où? En vrai, ça peut être un vrai client. Hein. Il n'a pas gagné le titre l'année dernière, mais j'ai quand même envie de dire qu'il était un peu meilleur pilote que Hampshire. Ouais, parce qu'il s'en est pris une bonne aussi.
Mais c'est ça, en fait, c'est McAdoo qui se croûte au showdown Avec et lui, là. et qui embarque Kitchen avec lui. Mais alors, Kitchen, ouais, pour le coup, avait rien fait. C'est les aléas du premier tour. À la limite, le seul truc qu'il a fait de mal, c'est pas prendre un meilleur départ que ce qu'il a fait, quoi. Mais... Et du coup, il s'est retrouvé dans le carnage, entre guillemets. Ouais, donc sans ça, il me semble qu'il aurait été un peu plus. Ouais, il avait une petite avance et il aurait été un peu plus tranquille. Parce que du coup, ouais, je crois que celle-ci, il l'a faite avec des côtes cassées. Ouais, voilà, il y avait une histoire comme ça. Donc c'était un petit peu plus douloureux. Il a serré les dents, quoi. Ouais. Ça se fait plus facilement que de rouler avec des doigts cassés comme Shimoda, mais c'est quand même pas aussi bien que tous les autres qui n'ont pas de dos cassés, quoi. Ouais, c'est sûr. Écoute, je sais pas trop, hein, parce que même pour la victoire, je sais pas. Ah, tu vois pas Kitchen au niveau de Vial, toi? Franchement, Vial, je te dis, le peu de vidéos que j'ai vu là, ça me l'a Ouais, mais ça me l'a après, propulsé. c'est quand même des terrains d'entraînement qu'il connaît par cœur et tout, tu vois. Parce que Ouais. on a quand même le Vial de l'année dernière qui disait ouais, non, je vais pas faire ce saut. Après, si j'ai besoin, je le ferai, mais là, non. Mais là, il s'est entraîné avec Sexton, mec. Sexton, il se pose pas Voilà, de questions pour les là, c'est quadruple quintuple toutes les semaines, les gars. Exactement, il lui a appris à sauter des triples. T'inquiète, ça va aller. C'est sûr que si on comptait sur Musquin, non, parce que Musquin. Oh là. Non, mais pas. T'as vu tout de suite comment tu prends les choses? T'as vu comment tu dis les choses? Mais non, mais parce que justement, je revois un vlog de Le Big avec Musquin et DV qui parlent. DV qui lui dit oh, mais le 4 là, il faut le faire, le 4. Il lui dit quoi? Jamais. Il dit même Sexton, il le fait pas, jamais. Et du coup, tu vois, il dit ça, il roulait, Sexton roulait aussi. Il disait mais même Sexton, il le fait pas. Donc s'il y en a un qui doit le faire, c'est Sexton. Sexton ne le fait pas. Non, ça y va jamais. Et on dit, mais bien sûr que ça y va en fond de une, ça y va. Mais déjà, Tampa, l'année où Justin Hill, il est sur la Suzuki, il fait le gros enchaînement. Il disait à Dylan et Marvin au track walk que ça passait. Et Marvin il disait, non, mais dans un jeu vidéo peut-être, mais pas là. C'est ça. Donc, non, on sait que Marvin Musquin, il a jamais été favorable au gros saut. Comme ça, c'était quand même quelqu'un d'assez prudent. Puis tu sais que c'est pas quelqu'un non plus qui va aller dire à Vial, mais si, vas-y, qu'est-ce que tu fous, saute-le. Exactement, il lui met pas la pression comme ça, tu vois, il le conseille et tout, ouais, si tu le sens et tout, fais-le comme ça. Enfin, tu vois comment il est dans sa personnalité, c'est pas, il va pas lui rentrer dedans comme ça. Et même lui, en tant que pilote, justement, je pense qu'il était quand même plutôt quelqu'un de prudent, tu vois, il prenait pas de risques inconsidérés, il avait pas tenté un truc s'il le sentait pas, voilà. Et les gros sauts, du coup, des quadruples, il était pas reconnu pour ça. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas Musquin qui allait le pousser Vial à faire des gros quadruples, des gros trucs, parce que voilà, lui-même quand il marchait sur la piste, ouais, non, ça passe pas. Et en fait, des choses qui pouvaient passer, tu vois. Donc effectivement, par contre là, tu le fais s'entraîner avec Sexton. Sexton, tu le vois à l'entraînement et tu fais des 4-4, comme moi je fais des 1-1 dans les whoops. Non, tout ce que je retiens, c'est que le titre du podcast, ce sera Mr. Brad déteste Marvin Musquin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez, ça y est. Purée. Non, mais c'est bien, ça reflète notre société. Hein. On te tire des trucs du contexte et puis on te les balance comme ça et puis tu te fais des ennemis et tu sais même pas pourquoi. Et pense que Kitchen ne peut pas gagner aussi. Non, là, la première, je sais même pas, tu vois, qui je vois gagner. Évidemment, j'aimerais bien un petit Vial, mais je sais pas, je vois Vial quand même sur le podium, mais tranquille, c'est la première sur le podium. Mais du coup, qui gagne? Tu le vois pas arriver, sortir les pecs, j'ai le numéro 1. Non, je verrais bien Mshire gagner à la base, mais tu vois, ayant été blessé comme ça là, en l'off-season, je me dis, bon, peut-être qu'il va manquer un peu. Je me demande ce que ça donne Mshire sur la côte Est. Parce que avec des terrains plus truffés d'ornières et tout, son pilotage... La côte Est, c'est plus d'ornières? Ah ouais, la côte Est, c'est plus d'ornières. Ah ouais. C'est des terrains plus mous, ornières. Bah, tu vois, la côte ouest, on a typiquement des San Diego et des Anaheim où le terrain est béton, Glendale. Et la côte ouest, ouais, la plupart des terrains, tu vas voir, après on va aller Birmingham où l'année dernière on a eu de la pluie. Côte est, tu veux dire là du coup? Ouais, côte est, donc Birmingham l'année dernière on a eu de la pluie. On a East Rutherford, je crois, qui est vers Boston où souvent c'est assez mou et truffé d'ornières aussi. Il n'y a que en fait Seattle sur la côte ouest qui est tout le temps plein d'ornières aussi, même si la terre est plus la même qu'à l'époque de Stewart et Villopoto et tout ça. Mais ça reste quand même... l'année dernière, avec toute la pluie qu'on a eue, c'était pareil. C'est celui-ci où il y avait des rails de partout, où Smith il a tapé la tête, il est reparti. Il avait une expression que j'ai entendue dans Red Dead Redemption plus tôt cette semaine, c'est « la lumière est là, mais on dirait qu'il n'y a personne à la maison ». Ça faisait un peu ça quand il s'est relevé quand même. Ouais. La lumière est allumée. Pas la lumière est là. Mais donc, ouais, donc tu voyais plus un Hampshire peut-être gagner la première? J'aurais envie de dire Hampshire, mais voilà, pris dans le contexte de...
il a été blessé, tout ça, peut-être un peu compliqué, ou alors peut-être un Macadou, tu vois. Macadou, qui ça fait un moment pareil, ouais, qui lui par contre il a été blessé, mais ça fait un moment maintenant qu'il est remonté sur la moto, quoi, il me semble. Hein. Ouais. Donc voilà, ça s'entraîne. Me dit peut-être un Macadou. Ouais, c'est vrai que Macadou, il y a moyen. J'ai regardé un petit peu les track maps, voir un peu quel terrain stylé a l'air d'arriver prochainement. Et j'ai remarqué que de la même manière que le départ était configuré la semaine dernière à Glendale, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont faire un départ sur la largeur, ils vont plus faire de quart de tour à gauche comme ils ont fait l'année dernière à Detroit, où tout le monde s'est craché et où Macadou a sorti ses coucougnettes. Mais parce qu'il y en a un autre plus tard sur la côte est, justement, où pareil, le départ du coup fait une épingle et ensuite revient à droite. Donc, et en fait, j'y pense parce que quand tu as dit qui va gagner et tout, j'étais en train de me dire où ça se trouve comme l'année dernière, tout le monde se croûte au départ, mais sauf que là, ce sera un virage à droite et une épingle. Donc, bon, ils disent tout le temps virage à droite, on n'aime pas trop parce que du coup, tu n'as pas le pied sur le frein arrière et tout, mais ça devrait aller, quoi. Surtout que le départ n'a pas l'air hyper long non plus. C'est une épingle, donc les gens vont quand même freiner. Et je pense qu'il ne va pas y avoir de gros carnage au départ. Il peut y avoir des chutes, comme toujours, mais il ne devrait pas y avoir de gros carnage, quoi. Ouais. Toi, des courses qu'on regarde, et je ne sais pas si tu as fait des courses avec des départs, des premiers virages à droite, tu trouves qu'il y a une vraie différence? Des courses qu'on regarde, non. Mais c'est rare en plus que je me fasse la réflexion. Ah bah tiens, le virage il est à droite là. Déjà, c'est rare que le virage soit à droite. Je regarde pas la map. Ils n'aiment pas trop le faire. C'est rare. Après là, je réfléchis un peu aux courses que j'ai pu faire. J'ai pas le souvenir d'en avoir eu à droite. Hein. C'était un virage à droite, celle où il y a quelqu'un qui tombe juste devant toi et tu te prends la moto. Quelle année là? L'année dernière. Ah oui, ça faisait une chicane droite-gauche. Ah ok, c'est une ouais, il était quand même assez ouvert le premier. Ouais, les mecs freinaient pas trop pour le virage à droite. Ouais, si, parce qu'ils avaient prévenu, ils avaient dit celui qui va tout droit disqualifié. Ah ouais. Direct. Ouais, donc ils avaient prévenu là-dessus. Ah oui, parce que donc si t'étais côté intérieur du virage à droite, tu pouvais aller tout droit et passer la chicane comme ça? Ou t'étais quand même obligé de tourner un petit peu? Non, mais en fait, plutôt celui genre si tu rasais les deux intérieurs, tu pouvais y aller en allant tout droit ou? En fait, ça partait comme ça, ça tournait légèrement sur la droite et là, épingle à gauche. Ah, donc épingle, c'est plus celui qui est dans l'extérieur en fait, qui pouvait, moi je vais pas prendre le premier virage, je vais directement tout droit vers l'épingle à gauche. Et voilà, quoi. Et je vais direct dans l'autre, même pas vers l'autre intérieur. Ouais, l'épingle à droite du coup. Parce que ça faisait épingle à gauche, épingle à droite direct. Donc tu pouvais aller tout droit et rejoindre directement le 1, 2, 3e virage. C'était petit, tu vois, c'était direct. Ça commençait à tourner, épingle. Là, t'avais quoi? C'était très mal foutu, ça, pour envoyer 40 pilotes. C'était envoyer 40 pilotes au casse-pipe. Vu comme ça, et puis ça se resserrait de ouf aussi avant la première épingle à gauche. Donc c'était pas fou, mais en vrai, on peut pas trop se servir de ce départ-là comme. Non, mais surtout comme que. comparaison du coup. Enfin, je pense que eux peut-être, mais moi je trouve qu'en ligue en fait. Tu freines avant en fait. Enfin, moi j'ai jamais fait de shot aussi, donc. Ouais, moi devant les autres. Généralement, je sors bien de la grille, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à freiner très très tôt. Et moi, à freiner un peu plus tard, je me souviens, Soisy-Bouy là en 2020, il y avait Chaplin, qui avait pris un meilleur départ que moi et qui avait freiné vachement tôt. Et moi, j'avais repoussé le freinage, tu vois. Et je suis arrivé, je lui ai mis un tampon dans le premier virage. J'ai foutu par terre, j'ai même pas vu que je l'avais fait tomber. Mais je lui ai mis un tampon et tout, et je savais même pas. Bon, il est revenu, il a fini devant moi quand même. Mais ouais, il était chaud. Ouais, il était au-dessus. C'est l'année où tu as terminé la manche avec le piston fumé, non? Oui. C'est aussi pour ça qu'il a fini devant. En deuxième... Non, ça c'était en première manche, j'avais encore le piston qui était bien. Enfin, si le piston était mort à la fin de la deuxième manche, il était pas bien en première manche. Hein. Non, mais ça allait, ça m'a permis de faire 3. J'ai pas eu de problème. Et par contre, en deuxième manche, horrible, je suis 3e. Encore une fois, là, je suis derrière les deux et Chaplin, il la gagne celle-ci. Et je suis 3, mais et là, d'un seul coup, genre sur les réaccélérations, comme si j'avais plus d'essence, tu sais, le départ. Et après, mais sans caler. Mais non, et dans les tours, elle marchait par contre la moto.
Le 125 dans les tours il fonctionnait, donc c'était trop bizarre et moi ça faisait un peu, j'avais un peu chaud quand même parce que je me suis dit c'est le truc, tu vois, il casse quand tu as à pleine balle pour sauter parce qu'il y avait le pain dessus quand même, il était un peu long, il l'avait changé là, il avait déjà ratiboisé, ça faisait une grosse table. T'avais le double aussi, bon c'était tout arrondi quand même, tu vois, mais bon, un moteur qui casse en l'air quand même. Oui, ça pique. Voilà, et donc c'est la première fois que j'arrive à un piston qui vraiment genre qui me limite dans la puissance quoi, où là il fallait pas que j'en fasse une de plus comme ça quoi. Et la haine, je me souviens, je crois que j'avais les larmes aux yeux sous le casque parce que je vois Gerbois là qui me passe et je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire là et je finis 4 et du coup ben voilà, j'échappe à mon premier podium. Et là pour le coup, c'était pas les réglages mais c'était vraiment la moto. J'échappe à mon premier podium. Donc ouais, là j'avais la haine de fou furieux et ouais, j'y croyais pas que ça pouvait être le piston quoi. La moto, elle marchait dans la ligne droite de départ. Comme ça marchait très bien. Virage comme ça. Et tu t'es pas dit bon, qu'une vie, je reste dans les tours avec l'embrayage et tout. Bah du coup, t'as bien fait parce que t'aurais peut-être fait péter le moteur justement. Bah, c'est ça, mais je relançais quand même dans les virages. Du coup, je faisais ça, c'était trop chelou. C'était trop chelou parce que je refaisais mais d'un seul coup, elle était dans les tours. Et là, ça marche. C'était nimp. Ah ouais, toutes les 15 heures, les gars, les pistons sur les 125. Non, en vrai, je crois que j'avais peut-être tiré pas loin des 30 en vrai. Donc, je crois que. Comment ça? Oh, t'étais à plus de 30 heures sur le piston non, à ce moment-là, tu non? me fais ou quoi, toi? Plus de 30 heures. Plus de 30 heures sur un 125, j'étais sérieux. Hein. 125, là, je les faisais moi-même en plus, les pistons. J'avais le temps à l'époque. Et pas d'MGT Design, tout ça, j'étais étudiant. J'avais le temps, j'avais que ça à faire, aller dans le garage et bricoler. Tu te souviens? Comme quoi, quand les vieux te disaient profite d'être à l'école, t'as la belle vie. Ouais. T'y croyais pas, hein, mais en fait, ils avaient raison. Tu te souviens que pendant le Covid, là, bon, après c'était le Covid, du coup, effectivement, j'avais le temps, mais je l'avais mise en pièces la moto. Il restait que le cadre sur le lève moto. J'avais sorti le moteur, alors j'avais pas ouvert le moteur, mais. Je me souviens qu'à cette période-là, ouais, t'avais des moteurs sur ton bureau, dans ta chambre. C'est ça. Effectivement, ça, je m'en souviens. Ouais. Et ouais, je l'avais mis même. C'est là que j'avais mis la petite culasse, VHM, tout ça. Ouais. Bon, sinon, pour le SXUS, quoi d'autre pour la catégorie 250 Est? Aimas, il nous fait quoi cette année? Il gagne une course? Allez, qui gagne une course en 250 Est? Voilà, on va faire ça pour terminer. Vial, Kitchen, McAdoo, Faulkner. Putain, ça fait déjà beaucoup. Hein. Ça fait déjà 4. Ils ont 10 ou 11 épreuves. Hein. C'est ça. Il n'y en a pas 17 pour eux. Parce que j'ai quand même envie de dire un... Attends, qui j'ai oublié dans les favoris un peu? Alors t'as dit Vial, Hampshire, Kitchen, McAdoo. T'as pas parlé de Faulkner. J'ai pas parlé de Faulkner. Voilà, j'ai envie de mettre un Faulkner aussi, quoi. Aimas, du coup, tu l'as pas mis. Non, mais Aimas, du coup, je le mettrai pas. Pierce Brown, tu l'as pas mis. Pierce Brown sur la Yamaha, il va faire mieux que sur la Cascade ou ça va être le même? Non, je pense. Tu penses qu'il va être mieux? Ouais, parce que c'est l'usine là-bas. Chez Star Racing, mon pote, on aligne 18 mecs, mais c'est pas 18 mecs juste pour histoire de dire il y a 18 Yamaha derrière la grille de départ. On y va, on performe, on teste pas à faire ce que tu veux. Ansty aussi? Ansty, il est chez Star Racing Yamaha, c'est l'usine là-bas. Ouais, mais on aligne 18 mecs. Ansty, c'est un noyance. Ansty, oui, c'est un noyance. Ansty, il est là, il fait. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui disent ça dans la rue? Ouais. En Yens. Ah ouais, c'est même pas du vrai verlan. C'est la street. Ok. C'est comme ça. Non, mais tu le mets. Ainsi, tu le joues placé. Tu le prends pas pour la gagne, tu vois. C'est comme un Master Pool chez Kawa. Lui dis pas ça, il serait déçu. Ouais, sans doute. Mais... il veut gagner la côte, lui. Bah, bon courage. Mais non. C'est comme un Master Pool. Master Pool chez Kawa, tu le mets pour jouer placé. Voilà, avoir un pilote supplémentaire, mais c'est pas sur lui qu'on mise. On met pas le billet. Il est pas payé pour gagner le titre SXUS. SX, non, mais Outdoor, il va pour le titre. Là, on parle de Supercross. Marchbanks. Pas Marchbanks. Marchbanks. C'est pareil, Marchbanks. Masterpool. Marchbanks, tu l'as pas employé chez Pro Circuit pour gagner le titre. Non. Non, bah à la base, leur numéro 1, c'était Kitchen. Et pareil, Cole Davis, tu l'avais pas embauché à la base pour le titre. Quand tu roules bien, vas-y, monte. Non, il l'avait embauché pour le futur. Et bah voilà, tu l'embauches pas pour le titre. Donc voilà, NC fait partie de ceux-là. Par contre, je pense que Brown, qu'ils le prennent pas lui pour finir 5, tu vois, pour se dire bon bah pour compléter un peu nos effectifs. Et je pense que lui, ils ont un peu plus d'attente derrière lui. Je sais pas de combien de temps il est son contrat. Mais voilà, un peu jeune, il a montré des choses quand même sur la gaz. Donc je pense qu'ils on est d'accord que la course qu'il gagne l'année dernière, là, le dernier playoff, c'est sa première victoire en pro. À Pierce Brown. Oui, je crois. Il n'a jamais gagné une course avant. Ouais, donc, moi, je le vois pas comme un prétendant au titre. Il n'a jamais gagné un vrai SX déjà. Qui l'a vu prétendant au titre?
Star, t'es en Ouais. train de me dire que Star, il l'aligne pour, Mais, pour prétendre au titre. c'est comme là, je viens de voir un truc passer. Le boss de chez Honda HRC Europe, j'ai envie de dire, là, qui font le championnat du monde. Mhm. Il a dit avec une équipe comme on a, l'objectif c'est que la victoire. Et après, il développe un peu. Il dit Renault, il peut être dangereux s'il arrive à être régulier. Mais je vois ni Romain Fèvre, ni Conan, ni Erlings, ni je sais pas qui, Bad Geyser. Mais fou. L'autre, il a annoncé ça comme ça, le papy, là. Laisse tomber, gros. Et en- Les mecs dans les teams, ils sont matrixés, ils embauchent des gars. Bon, non, du coup, voilà, je suis en train de te dire que je pense qu'il y en a quand même, quand tu alignes autant de pilotes qu'il y a chez Star Racing, tu mises pas tous, tu dis pas tous, ils peuvent gagner le titre. Enfin, peut-être que s'ils le pensent, ils peuvent. Mais non, la réalité des choses, tu sais que lui, tu l'embauches. Donc Davis, c'est sur le long terme, c'est pas tout de suite. Voilà, tu t'y fais machin, on monte en puissance et après, dans l'objectif d'être prétendant au titre. Un Max Hennessy, à son âge, tu ne prends pas sur le long terme dans le but d'être prétendant au titre. Et avant ça, tu l'as vu gagner une course dans la boue. Voilà, quand il est régulier, il a pu récupérer la plaque rouge, mais derrière Il est ça, là pour rajouter une Yamaha d'usine voilà, dans le ça top 10, manque quoi. un peu de vitesse, etc. Donc, je pense qu'ils ont trouvé un bon compromis pour avoir un mec qui paye pas trop cher, peut-être, tu vois, et qui en plus peut placer la Star dans le top 5. Hmm. Mais après, je spécule totalement, attention, hein, je j'ai aucune info là-dessus sur Non, il est branché, Mister sur Rock. Brown, combien on le paye et pourquoi on le paye, pourquoi on l'a pris chez Star. Mais je pense que dans la philosophie, j'imagine qu'un Brown un peu plus jeune et qui monte un peu en puissance, je trouve qu'il a montré de meilleures choses l'année dernière déjà sur la gaz-gaz. Ça a été longtemps un peu comme ça et finalement ça a décollé, je trouve, un petit peu l'année dernière. Même s'il était Mais l'année carrément en dernière, dessous ça, encore l'année de dernière, ça a décollé que au dernier playoff. non, Parce que certes, enfin, il a c'est fait des Digan et podiums Vial. en. Quand Mais il oui, est mais- parti en cacahuète sur le saut mais- d'arrivée, il était beau, Mais il était bien là. je rappelle qu'on avait perdu McAdoo et qu'on avait perdu Faulkner. Bah, d'accord, mais il était quand même devant un Vial et Donc un ça- Digan. Oui, Qui- non, il n'était pas devant. Si, avant. Il était juste derrière. Non, non. Là, tu parles de la course à Philadelphia où il saute à côté de l'arrivée. Ouais, Oui, mais il se fait rattraper. il se fait rattraper. De fou. Vial Il se passe. faisait manger même s'il Et il tombe pas. était à cheval entre Vial, lui et Digan. Ouais. Et il restait peut-être un tour avant qu'il cross-jump comme ça. Et Digan, il le passe, il le regarde même pendant qu'il est en l'air comme ça. Moi, je pense que Digan, il aurait pu le tenir sur. Donc après, il était en dessous quand même, hein, parce que les mecs sont Oui, revenus parce sur lui. que- oui, puis il retient Digan, oui, qui est parti 17ème. Mais il quoi. se bataillait aussi, je crois, avec un mec devant. Enfin voilà, il est un peu. Ça revient devant, je défends, en même temps j'attaque. Bref, bon, un peu compliqué. Puis devant, c'était Anstie sur la Honda. Hmm. Et avec quelqu'un d'autre, parce que c'est pas Anstie qui la gagne cette finale-là, je crois pas. Non, Mais, pas un style. Je sais plus. Mais bon, bref, je pense qu'un Brown, ils le prennent pour. Peut-être pas aussi, tu vois, si c'est un contrat de 2 ans, par exemple, peut-être pas pour la première année. Là, on monte en puissance, encore, on se rapproche, on fait des podiums, on est régulier, etc. on gagne une course, Ouais, peut-être, une tu vois. vraie course de SX. Voilà. Et par contre, l'année d'après, du coup, là, c'est bon, on y va et c'est pour le titre. Mais qu'on y sauf va, que la façon dont parce que je pense qu'il va y avoir Daxton Benek aussi. tu vois. Je saurais même pas avec, c'était une perf qu'il a fait. Mais il a fait 4 de sa première course, je crois. Après, il a passé pas mal de temps blessé, Ah ouais, je crois, il l'année était blessé, dernière. lui, c'est pour ça. Et peut-être qu'il est revenu pour les playoffs. Enfin, il a roulé quand même à d'autres moments de l'année, mais au début, c'était pas trop mal. Puis après, il s'est blessé et après, on l'a pas trop vu, quoi. Mais donc, tu vois, entre Daxton Benek, Pierce Brown et Max Anstie, sachant que sur l'autre côte, ils ont mis Digan, Mosiman et Davies. S'ils pensaient que Mosiman était meilleur que les 3 autres, ils auraient mis Mosiman sur la côte est et ils en auraient mis un autre avec Digan sur la côte ouest. Donc, clairement, entre Anstie, Brown et Benek, ils ont quelqu'un qui considère dès cette année comme un prétendant Ah au oui, il y a titre que chez ces trois-là. Star. Ah, c'est vrai que je me suis même pas posé la question. Il y a qui d'autre? Il y a que ces 3-là sur la côte est. Il n'y en a pas beaucoup qui en mettent 3 sur la Non, côte mais est. il y a que ces 3-là. C'est que effectivement, moi non plus, je vois pas un prétendant au titre là. Mais du coup, bah, je pense que c'est Brown qu'ils ont misé sur le titre. Hein. Ouais, mais sauf que, enfin voilà, Brown qui a jamais gagné un SX, moi je le. Putain, mec, t'aurais dû dire ça plus tôt. J'aurais je pas le mets- épilogué pendant 10 ans et je t'aurais dit direct. Ils ont misé sur Brown. Basta. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, ce que je dis depuis tout à l'heure, et on va terminer là-dessus, mais. Enfin, moi, Brown, je sais même pas si je le mets pour gagner une course cette année. Bah, là, Bah, tu m'en as donné 5 et Brown n'en faisait oui, pas mais partie. là, parce que voilà, là, il y a de la compétition. Là, il y a du Bah monde. ouais, ça va être costaud. Là, il y a du monde. Tu l'aurais mis sur la côte ouest? Ouais. Faudra voir les départs, parce qu'après, ce qu'il a beaucoup handicapé un peu tout au long de sa carrière, enfin, de ses dires, mais c'est vrai qu'il prenait pas de super bons départs. Donc voilà, si là il part constamment dans le top 3, est-ce que les jours où il se sent bien, il est vraiment dangereux pour la victoire?
peut-être que ce sera le cas. Peut-être que par le passé, il l'aurait été s'il partait mieux que ce qu'il faisait, mais sauf qu'il partait vraiment pas assez bien. C'est aussi possible. Donc bon, on va voir. Ouais. Bah écoute, c'est tout. Allez, si, petit pronostic, juste ton vainqueur pour Tampa en 450 et en 250. Allez. 450, je dirais. Faut savoir que Mr. Wrap, il regarde pas le plan du terrain, il regarde pas la course de l'année dernière pour voir comment est le stade, comment est la terre, hein. Donc il y va vraiment au feeling. Hein. Grave. Il sait même pas qui a gagné Tampa l'année dernière. Non. Je suis pas sûr qu'il y avait Tampa l'année dernière. L'année d'avant, il y avait Sexton était en tête et tombé dans les whoops et Webb a gagné la course. Et il avait un maillot vert un peu, non? Webb? Non, Sexton. Sexton, je crois pas, il était sur la Honda. Oui, et il driblait dans le rail et Ouais. il a l'avant qui. Il me semble Ouais, qu'il alors, avait il y le maillot vert, mais je me trompe Il y avait peut-être. un maillot vert. Maillot vert, pourtant le noir, il me semble. Un truc bizarre. Mais bon, Moi, bref. je crois- Dans ma tête, il avait le noir et rouge Alpine Star ou ça a tenu Jordan, mais Bon, un vainqueur, j'ai envie de te remettre Sexton. Tu sais quoi? Ken Rogzen. mais non. Il y va. Ken Rogzen. Il y va, ouais. Let's go. Allez. Tomac. Ça y est là, Tomac, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas gagné, il gagne. Rogzen et en 250. Vous savez quoi? Tomac, Road to 72. Il va aller chercher McGrath. La couronne est à lui. En 250. Je vais passer pour le plus gros branquignol d'Internet. C'est ce qui fait début. En 250, les gars. Allez, ça fait 1h30 là. Ouais, bah écoute, me poser la question un peu. On veut aller dîner après. En 250. Bon, moi je vous dis Tomac et Vial. J'y crois Vialou dès la première. Macadou. Tommy, on croit en toi. Vas-y, même si t'es sur une KT, comme je dis tout le temps quand je te vois, accélère. Macadou, moi je te dis. Ouais. Je vois Macadou. Et Vial placé sur le podium. Carré. Et Faulkner, tu le mets où Faulkner? Moi je veux voir un podium de Faulkner dès sa première. Moi je veux, mais tu vois, je me dis peut-être qu'il va y aller aussi tranquillou. Nouvelle moto, nouvelle Mais- tête. Nouvel enfant, il est papa maintenant. ouais, purée. Ou bientôt. Peut-être que son enfant n'est pas né. Peut-être que je Il m'avance. va naître à Tempa, il sera pas là. Mais non. Mais est-ce que tu penses que ça va l'avoir canalisé un petit peu ou parce que tu dis il va jouer placé, ça a quand même pas été son fort au fil de sa carrière, à moins qu'il soit diminué physiquement et où là il est plus prudent. Non, la première, Quand juste, il va, arrive, il va pas en justement forme, aller au-dessus de ses pompes parce qu'il commence à connaître, enfin, il prend de l'âge, le garçon, il va être papa, il commence à se rendre compte que chaque année c'est la même chose. Après, il roulait pas au-dessus de ses pompes quand il s'est fait mal l'année dernière à Arlington et il roulait pas au-dessus de ses pompes quand il a gagné à Detroit non plus pour la première. Donc peut-être qu'en fait dès l'année dernière, il avait déjà entre guillemets mûri et que c'est juste est-ce qu'il a juste fait une erreur et il n'a pas bien anticipé ou est-ce que c'est à cause de sa lentille de contact qu'il a mal vu qu'il allait être court et qu'il s'est planté reste à savoir. Mais c'est vrai que jusque-là, il n'était pas non plus au-dessus de ses pompes. Non, je Avec trouve les qu'il s'était un peu Rotting calmé. ouais. Mais donc c'est pour ça, je pense qu'il va démarrer tranquillement, il va peut-être monter un peu en puissance crescendo. Je vois pas la première là, podium, je dirais un peu en dessous du podium, peut-être 4. Ok. Eh ben écoutez, réponse dans quelques jours maintenant. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine pour décortiquer Tempa. À plus.